Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Michel Savin, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur LR de l'Isère, vous nous donnerez votre position dans ce débat qui anime le Sénat aujourd'hui autour de la proposition de loi sur le voile dans les sorties scolaires. Une loi d'emblée rejetée par Jean-Michel Blanquer tout à l'heure dans l'hémicycle, parce que c'est clairement l'actualité du jour et c'est ce qui nous occupera pendant quasiment toute l'émission. Nous ferons d'ailleurs réagir beaucoup de sénateurs et sénatrices en salle des conférences pour comprendre toutes les sensibilités sur le sujet. Ce sera avec Fanny Conquis et puis nous irons là où cela se passe encore à l'heure où je vous parle, dans l'hémicycle, et cette fois ce sera avec Quentin Calmet. Le club d'Allons plus loin y est également consacré entièrement. 3 intervenants, 3 angles différents. Tam Tranui, bonjour. Vous nous direz, vous, comment se passent les débats. Et oui, un hémicycle enflammé, des prises de parole passionnées, fracturées comme la société. À l'image de la société, absolument. Jonathan Dupriez fait aussi partie du club. Bienvenue Jonathan, zoom avec vous sur les initiatives à gauche contre cette proposition de loi de la droite. Oui, tout à l'heure, juste avant l'examen en séance, plusieurs partis de gauche se sont rassemblés au Sénat pour vraiment montrer leur rejet du texte porté par la droite. Et on les entendra. Pierre Jacquemin fait aussi partie du club, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir Pierre, vous reviendrez-vous sur le contexte qui a peut-être poussé ou pas un homme à attaquer une mosquée à Bayonne hier, et il y a débat sur les mots. Oui, les mots ont un sens. Comment qualifier le drame survenu justement hier contre la mosquée de Bayonne, de Paris à Bayonne justement? Je pense que la prudence s'impose. Et là aussi, il y a polémique. Dans une demi-heure, match des idées. Oui, on bouleverse un petit peu la programmation, confrontation de points de vue ce soir entre Alexandre Malafaille et Jean-Pierre Mignard. Nous remonterons à la source de cette proposition de loi de la droite, de ce texte. Il a été écrit bien avant la vidéo de Julien Audoul, bien avant la polémique. Pour autant, fallait-il le maintenir dans ce contexte? Participe-t-il d'une hystérisation du débat? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. D'abord donc, ce qui s'est passé dans l'hémicycle au Sénat aujourd'hui, avant d'en parler avec vous, Michel Savin, le point avec Marie Brémond. C'est la sénatrice Eustache-Brinio qui a ouvert le bal. Elle porte la proposition de loi service public de l'éducation et neutralité religieuse. Sur le fond, toute la question concerne les parents accompagnateurs et leur statut. Les accompagnateurs des sorties, qu'ils soient ou non parents d'élèves, ne sont pas des usagers du service public, mais bel et bien des collaborateurs bénévoles du service public, assimilés au personnel d'éducation et par conséquent astreints au respect de la neutralité de ce service public. Un principe de neutralité qui s'appliquerait donc aux parents et leur interdirait le port du voile notamment. Une lecture contredite par les socialistes qui s'appuient sur la jurisprudence du Conseil d'État. Les parents accompagnateurs sont des usagers du service public de l'éducation et en tant que tels ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité qui incombe aux agents publics. Et sans surprise, le ministre de l'Éducation nationale réaffirme sa position inchangée. Et je regrette d'avoir aujourd'hui à revenir sur tout cela. Pour moi, la situation est claire. Lorsque j'ai dit encore récemment « pas interdit, mais pas souhaitable », je n'ai fait que résumer la situation actuelle. Mais au-delà du cas des parents accompagnateurs, ce sont des visions de la société, des définitions opposées de la laïcité qui s'affrontent encore une fois sur les bancs de l'hémicycle. C'est un véritable bras de fer qui est engagé par ces femmes qui brandissent le voile comme un étendard, appuyé par un communautarisme islamique, politique, qui s'est fixé pour objectif Plus simplement, elles veulent vivre dans une société ouverte, tolérante, respectueuse de toutes les religions. Et à gauche, on regrette massivement une loi opportuniste. Laurence Rossignol égratigne l'extrême droite, mais pas que. La première mâchoire de cet étau, c'est celle de la haine et du racisme. Celle qui déteste les musulmans comme elle a toujours détesté les Arabes. Celle qui n'a jamais été laïque. Celle qui n'a jamais autant aimé la France que quand elle n'était pas la France. J'invite mes collègues de la droite républicaine à ne pas s'émouvoir quand je parle de l'extrême droite. Je ne parlais pas de vous jusqu'à présent. Près de 3 heures de débat où il a été question au final très peu d'école aux grandes dames du rapporteur du texte. Imaginez que nous parlerions de l'école, que de l'école, rien que de l'école. À croire que cette proposition de loi dans un contexte enflammé était pour certains l'occasion d'une tribune.
Et avant de vous faire réagir à tout cela, Michel Savin, on va tout de suite repartir dans l'hémicycle avec vous, Quentin Calmet, parce que les discussions ne sont pas terminées. Voilà, elles sont en cours et on peut le dire, Rebecca, il y a une ambiance particulière dans l'hémicycle du Sénat depuis 14h30. Déjà parce qu'il est rare de voir coïncider l'examen d'un texte sur un sujet sensible avec une polémique qui est en cours dans la société. En général, les sénateurs n'aiment pas débattre dans ces conditions, mais pour l'occasion, il y a du monde en séance et en tribune de presse. On a compté une quinzaine de journalistes à mes côtés ici dans l'hémicycle. Il y a eu de l'électricité dans l'air, notamment lorsque quelques voix extrêmes ont parlé de la viande halal ou du burkini, un des sujets qui n'ont rien à voir avec cette proposition de loi. Mais en dehors de ces polémiques, la droite assume ce débat sur l'école et la laïcité qu'elle a provoqué avec cette proposition de loi. Écoutez Jérôme Bacher, le sénateur LR de l'Oise. Ce n'est pas parce que quelques-uns hystérisent le sujet qu'il ne faut pas le traiter. Nous n'avons que trop tardé. Car hélas, par aveuglement, et Peggy disait « Il faut dire ce que l'on voit ». Mais il est difficile de voir ce que l'on voit. Par manque de courage, ce sont hélas les extrémistes de tous bords qui se sont emparés non pas du débat, mais des failles dans les lois de notre République. Rebecca, du côté des centristes, on regrette le grand emballement médiatique autour de ce texte. Là encore, on le voit, les sénateurs aimeraient pouvoir débattre dans la sérénité. Laurent Lafont expliquait « Ce qui me gêne, ce n'est pas tant le contenu que le contexte. Dernier élément qui met de l'électricité dans l'air, c'est le clivage gauche-droite très fort depuis le début de la séance sur ce texte. À gauche, sur les bancs du PS ou du Parti communiste français, on est, vous vous en doutez, vent debout contre ce texte. Enfin, le ministre Blanquer, lui, il observe ce débat vif entre sénateurs. Il a tenté de réconcilier la droite et la gauche en trouvant des points communs à tous les camps. Mais le ministre n'a pas changé d'avis depuis mai dernier. Il est défavorable au texte, Rebecca. Merci beaucoup Quentin et on va faire réagir Michel Savin qui est avec nous, sénateur LR de l'Isère. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Quelle est votre position ? Je l'ai exprimé en séance tout à l'heure. Je vais voter ce texte. Car même si j'entends et j'ai entendu les prises de position des uns et des autres, quelles que soient les sensibilités politiques, on peut entendre certains arguments. Moi, je me suis placé dans la situation des enseignants et des responsables d'établissements qui se retrouvent devant cette situation. Comment ils réagissent aujourd'hui ? Comment ils peuvent gérer des situations qui peuvent être très conflictuelles, qui peuvent déraper complètement au sein d'un établissement. Est-ce qu'elles sont si fréquentes que cela, ces situations, sachant que la loi existe et elle dit OK pour les signes religieux, pour les accompagnants scolaires? Jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé. Je vous donner un exemple et je reviens sur ce que vient de dire votre collègue sur le burkini. Parce que cette loi n'est pas une loi contre le voile. Elle est contre tout signe ostentatoire qui pourrait être déclenché à l'intérieur, mais surtout au niveau des sorties scolaires. Il est arrivé cet été qu'une jeune maman accompagne une classe dans un parc attractif. Et qu'elle mette un burkini. Et qu'elle soit interdite de rentrer. Comment l'enseignant gère cette situation ? Comment les enfants réagissent par rapport à cette situation ? Donc on voit bien qu'il y a un flou total qui peut... on n'est qu'au démarrage. Et je crois que, tout à l'heure vous posiez la question, je crois qu'il est important aujourd'hui de légiférer rapidement sur cette situation pour éviter de donner, et comme l'a dit Mme Rossignol, mais comme l'ont dit aussi des sénateurs républicains, de donner des arguments à ceux à qui profite cette situation, notamment les extrêmes. Donc, moi, je suis très favorable à cette disposition qui permet de clarifier les choses, qui permet simplement d'éviter de toute dérive communautaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Et je pense que c'est une solution qui devrait apaiser au contraire le climat. Et on va continuer d'en parler avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club d'Allons plus loin, un club spécial en lien avec cet événement au Sénat, vous l'avez compris. Et je vous le disais, avec nous dans le club, Tam Tranui, Jonathan Dupriez, Pierre Jacquemin, bienvenue à tous les trois. Tam, on commence avec vous. Logiquement, la proposition de loi devrait être adoptée. Oui, effectivement, elle devrait être adoptée par le Sénat. C'est ce qui s'était passé il y a 3 mois, dans un calme relatif, lorsque cette disposition a été adoptée dans le projet de loi sur une école de la confiance. Ça avait été ensuite retoqué à l'Assemblée nationale. Donc au Sénat, normalement, ça devrait passer, même si on a entendu de grandes fractures aujourd'hui dans l'hémicycle. Déjà, on l'a entendu, le débat, il a réveillé le clivage droite-gauche de façon très claire. Tout le monde dit
on est laïque, mais personne ne met la même chose derrière, les uns s'accusant d'être intransigeants, les autres s'accusant d'être accommodants. Et on a aussi senti que cette fracture, elle avait traversé certains groupes, par exemple le groupe centriste, mais aussi le groupe des radicaux, le groupe RDSE. Le groupe RDSE, c'est un groupe dans lequel vous avez notamment des sénateurs qui sont laïcards, certains sont jusqu'au-boutistes, ils veulent même élargir le texte à l'ensemble de l'espace public, et d'autres sont plutôt vraiment issus des rangs de la gauche, ils disent « Ah non, non, ça ce n'est pas possible », donc des votes différents. Même chose pour les centristes, et les centristes, ils sont importants dans le vote, ce sont les alliés habituels de la droite au Sénat, et ces centristes, ils ont bien expliqué que ce qui les gênait, c'était moins le contenu que le contexte dans lequel les voix des modérés sont très peu audibles, ce qui explique donc, là encore, des voix divergentes au sein du groupe. Mais le contexte était omniprésent dans les débats, Tam. Oui, le contexte très inflammable, les événements du Conseil régional de Bourgogne, la question d'interdire les listes communautaires, on rappelle qu'il y a une proposition de loi que prépare Bruno Retailleau sur ce sujet, et puis hier, il y a eu l'attaque de la mosquée de Bayonne. Le ministre Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, il a commencé son intervention, son discours en parlant de cet événement d'hier. Ajoutez à cela l'emballement médiatique, politique, et un petit peu tout mélangé, vous obtenez donc ce contexte explosif qui focalise l'attention sur le texte et qui empêche définitivement de l'aborder sereinement. Et d'autre part, vous l'avez dit, il y a le texte. Le texte, c'est interdire les signes religieux ostensibles aux accompagnants de sorties scolaires. Un sujet qui, quoi qu'il arrive, donnait lieu à des débats frontaux, mais qui devait être circonscrit à l'école. Ce texte, donc, qui date de juillet dernier et du projet de loi École de la confiance. Ouais, mais ce texte a été taxé par la gauche d'être opportuniste et d'avoir des visées polémiques. Et oui, même si ce texte, il est circonscrit seulement à l'école, eh bien la gauche, notamment le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, a développé un argument. Il dit, mais ce texte, on sait qu'il n'a aucune chance d'aboutir, puisque l'Assemblée nationale est en désaccord avec ces mesures. Donc pourquoi remettre ces dispositions sur la table? Écoutez l'argument du sénateur communiste. L'intention n'est pas de nouveau de discuter de la loi pour une école de la confiance que vous avez adoptée. Déposée 5 jours après l'adoption définitive de la loi par le Sénat, cette proposition sert de prétexte à un débat sur la place du voile dans notre société. Elle nourrit la suspicion plus générale selon laquelle certains de nos concitoyens, par leur origine familiale, leur religion ou leur tradition, ne pourraient pleinement appartenir à la nation. Michel Savin, donc pour reprendre l'argument de Pierre Ouzoulias, à partir du moment où ce texte n'a aucune chance d'aboutir au final, à quoi sert-il? Il sert déjà à avoir un débat sur un sujet, un vrai sujet de société. On ne peut pas continuer à se fermer les yeux, à faire comme si rien ne se passait dans certaines villes, dans certains quartiers et dans certains établissements scolaires, autour des établissements scolaires. Donc le projet qui a été déposé, et vous faites bien de le rappeler, n'est pas un débat opportuniste. Cette proposition a été déposée il y a plusieurs mois. Donc, à l'époque, ça n'a pas fait non plus la une des médias. Il arrive aujourd'hui dans une situation, un contexte qui est bien particulier. Et vous avez tout à l'heure bien précisé qu'il fallait avoir de la prudence sur les propos. Je pense que c'est un débat qui doit se tenir sereinement. Mais est-ce possible sereinement, maintenant? Mais je pense que si on n'est pas capable d'aborder des sujets de société comme celui-là de façon sereine, dépassionnée, mais avec la réalité, on peut avoir des différences de positionnement, des différences d'appréciation et de positionnement, mais on doit aborder. Il n'y a rien de pire que de ne pas débattre. Il n'y a rien de pire que... Il y a débat au sein de la droite, il y a débat au sein du groupe LR sur Il y a eu des discussions, mais bien sûr qu'il y a des discussions au sein de toutes les familles politiques. Vous l'avez dit dans les radicaux de gauche, il y en a... Mais là, au sein de LR, sur ce point-là. Sur LR, nous savons qu'il y a quelques sénateurs LR qui ne soutiendront pas ce texte. Mais qui sont... lesquels? Je ne sais pas les noms, je ne vais pas vous donner les noms. À cause du contexte ou sur le fond? Mais je pense que c'est plutôt sur le fond, c'est une vision qu'ils ont différente. Mais moi, il y a des arguments qu'on peut entendre. Lorsque vous êtes dans une ville et avec une forte communauté étrangère, où les mamans sont essentiellement des mamans d'origine étrangère qui viennent accompagner, qui portent le voile, ça pose des problèmes, soit même la pérennité même de ces activités scolaires hors de l'école. Oui, ça pose des questions, donc il faut qu'on aborde ce sujet. Ne pas faire le débat, c'est d'évacuer encore une fois de plus, le sujet et de laisser... À qui profite le fait qu'il n'y ait pas de débat? À qui profite le fait qu'on continue À qui selon vous? Aux extrêmes.
au Rassemblement national. On va enchaîner avec vous, Jonathan Dupriez. Contre-attaque de la gauche. Donc, on l'a compris, plusieurs partis se sont rassemblés à l'initiative du mouvement Génération. C'était aujourd'hui même au Sénat. Voilà, Rebecca, c'était tout à l'heure, vraiment 1 heure avant que les débats commencent. Donc, plusieurs élus, pas que des sénateurs. On a vu notamment quelques députés, mais des élus du PCF, d'Europe Écologie Les Verts, du PS ou encore donc, Ensemble. Il y avait Clémentine Autain. On le voit à l'image. Leur conférence de presse était vraiment univoque. C'était vraiment le rejet de ce texte de la droite sénatoriale. Ces élus dénoncent clairement une surenchère de la droite qui remet en cause la laïcité en stigmatisant certaines catégories de citoyens. Et selon eux, légiférer sur un tel sujet en ce moment est donc très grave, d'autant que, on l'a rappelé, le contexte actuel hystérise un peu les débats. Je vous propose d'écouter Sophie Taillé-Polian, la sénatrice du Val-de-Marne, à l'origine de cette conférence de presse. Elle exprimait son inquiétude au micro de Quentin Calmet tout à l'heure. Il nous a semblé important d'exprimer ensemble, toutes ces composantes de la gauche et de l'écologie, notre grande inquiétude face à la situation actuelle et notre incompréhension complète de ce que fait le groupe Les Républicains en déposant cette proposition de loi. Elle aurait dû la retirer parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec l'instrumentalisation de la laïcité à des fins électoralistes. Je crois que l'heure est suffisamment grave pour que tout le monde le comprenne. Voilà, et ces partis entendent désormais se mobiliser ensemble dans la rue et ils appellent à une marche contre l'islamophobie le 10 novembre prochain. La gauche qui était déjà montée au créneau il y a plusieurs mois. Oui, la gauche, les sénateurs s'étaient déjà opposés à cette interdiction des signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires lors de l'examen de la loi Blanquer et lorsque la mesure est revenue par la voix de la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio, les sénateurs socialistes, avant même l'examen du texte en séance, ils étaient vent debout contre la mesure en commission. Regardez ce que disait le vice-président PS du Sénat, David Assouline. Aujourd'hui, ce ne sont pas les défenseurs historiques de la laïcité qui occupent le devant de la scène. Le Rassemblement national a saisi cette opportunité depuis plusieurs années et d'autres en font de même aujourd'hui. Ce sont ceux qui défendent le plus l'école privée catholique qui sont les plus favorables à la neutralité dans l'école publique. Donc selon David Assouline, les radicalismes islamistes et identitaires se renvoient la balle et au milieu, les LR comptent les points. Alors, il y a les arguments développés en commission, mais les sénateurs de gauche ont aussi interpellé la droite dans les médias et sur les réseaux sociaux. Oui, dès hier soir, quelques heures après l'annonce de l'attaque de Bayonne, la sénatrice de Marseille, Samia Ghali, a publié ce tweet directement à l'adresse du président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Donc voilà, cher Bruno Retailleau, au moment où nos compatriotes musulmans sont terrorisés par l'attentat de Bayonne, j'en appelle à ton sens de la responsabilité en te demandant de retirer dans un esprit d'apaisement la proposition de loi sur le voile. Il en va de l'équilibre de notre République. Et la sénatrice a martelé ensuite son message sur les radios et les chaînes d'information en continu, mais rien à faire, fin de non-recevoir de Bruno Retailleau qui lui répond « Les Français sont très majoritairement favorables à cette proposition de loi, la mettre sous le tapis serait la pire chose à faire. » Michel Savin, à aucun moment chez LR on a pu se dire, et notamment après l'attaque de Bayonne, bon, dans un esprit d'apaisement, effectivement, peut-être qu'il faut reporter les débats. Il y a eu ce débat, il y a eu cette question, et même en vous, tout simplement. Moi, je pense que la première des choses, et c'est ce qu'on a fait, c'est de condamner cet acte raciste. On ne peut pas accepter, quelles que soient les religions qui sont ciblées, on ne peut pas, dans ce pays, laisser des églises, des mosquées, des temples être la visée de terroristes. Et comme toute religion doit être respectée, c'est ça la laïcité. Donc oui, il faut qu'on condamne, mais condamner l'acte qui s'est passé à Bayonne, condamner ceux qui sont les auteurs de ces actes, oui, mais ça n'empêche pas, une fois de plus, comme l'a dit Bruno Retailleau, de mettre les sujets sous le tapis. Il faut qu'on puisse, dans ce pays, à force de ne pas aborder les vrais sujets de société, à force de repousser toujours ce type de débat, encore une fois, on arrive à des et on le vit dans certains secteurs, dans certaines villes, et on le voit, on l'a vu dans les dernières élections, on va encore le risque de le voir dans les prochaines élections. À force d'éviter ce type de débat, on va avoir des votes extrêmes qui vont s'amplifier. On le voit ce qui se passe à l'échelle européenne. Soyons vigilants, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on soit dans une situation, et encore, il ne faut pas stigmatiser les personnes, il ne faut pas stigmatiser
stigmatiser les religions. Mais de l'autre côté, il y a certains endroits à protéger. L'école en fait partie, à l'intérieur et l'école. Encore une fois, je me mets à la place des enseignants, des responsables d'établissement, des enfants qui vont se retrouver dans des situations qui vont être très conflictuelles. Donc voilà, notre rôle aussi, c'est de protéger ces personnes. Juste d'un mot quand même, il y a cette attaque de David Assouline. Ce sont ceux qui défendent le plus l'école privée catholique qui sont les plus favorables à la neutralité dans l'école publique. Vous répondez quoi? Rien. Ça n'a aucun sens? Aucun. Eh ben, on va enchaîner avec Pierre Jacquemin, toujours sur le même sujet, rédacteur en chef de la revue Regard, auteur de Ils ont tué la gauche. Vous aussi, vous êtes dans le club spécial aujourd'hui. C'est dans un contexte bien particulier qu'a donc eu lieu une attaque visant une mosquée de Bayonne. Et encore, je dis le mot attaque, mais il y a un peu de débat sur la terminologie. Oui, on a tout lu, tout entendu pour qualifier justement l'acte de Bayonne. On a entendu à l'instant acte raciste, on a entendu acte criminel, on a entendu folie, terrorisme, attaque, attentat. L'émotion devant le choc justement qu'a suscité le drame d'hier contre la mosquée de Bayonne, qui avait fait donc 2 blessés graves, laissait libre cours au choix des mots. Et pourtant, les mots ont un sens. Hier, le président de la République avait donné le ton et il avait dit « Je condamne avec fermeté l'attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne », avait-il tweeté. Le mot choisi est « attaque ». Souvenez-vous, lors de la tuerie qui avait eu lieu dans les locaux de la préfecture de Paris, le président avait rendu hommage aux 4 policiers morts en service, victimes du terrorisme islamiste, avait-il dit. Victimes du terrorisme islamiste. Là encore, les mots sont choisis. Depuis, tout le monde a parlé d'attentat. C'est d'ailleurs cette qualification d'attentat qui a rendu légitime pour le président de la République l'appel à une société de vigilance. Si l'on qualifie l'attaque de la préfecture d'acte terroriste, alors il faut sans hésiter dire qu'à Bayonne, il y a eu une attaque terroriste. Ce que n'a pas fait le gouvernement, justement. Pas même d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait sobrement parlé de faits hier soir concernant Bayonne, tandis qu'il avait qualifié d'attentat la dégradation d'une permanence d'un député de la majorité. Posons-nous les bonnes questions. Connaissons-nous aujourd'hui une vague d'attentats? La France est-elle devenue un foyer de terroristes à Paris comme à Bayonne? Il faut donc s'interroger sur la pertinence de la qualification d'attentat à propos de la tuerie de la préfecture de Paris, qui a embarqué tout le débat public, du gouvernement aux responsables politiques et aux commentateurs médiatiques. Pour la préfecture de Paris, comme pour Bayonne, il faut rester prudent. Le problème, il est dans le 2 poids, 2 mesures, qui invite à la compassion pour les uns quand les autres se retrouvent stigmatisés. Le climat anti-musulman, ce racisme qui ne porte pas son nom, cette islamophobie qui consiste à tout confondre. Voile égale islam, égale islamisme, égale terrorisme. Et le mal du moment, les femmes aujourd'hui qui portent le foulard, se retrouvent pointées du doigt et sont mises en danger dans l'espace public. On passe du voile au terrorisme, on passe de la laïcité au communautarisme en une virgule. La confusion est totale, on se retrouve avec l'acte d'un haineux, d'un fou, celle d'un ancien membre du Rassemblement national qui passe à l'acte contre les musulmans. Et on débat, comme c'était le cas cet après-midi, du port du foulard des femmes qui accompagnent des enfants lors de sorties scolaires. L'État français vend des armes à des États islamistes, mais aujourd'hui, on incrimine les femmes qui portent le voile. Alors j'ai une question, monsieur le sénateur, monsieur Michel Savin. Vous invoquez la laïcité pour présenter une proposition de loi qui vise à interdire le port du voile des femmes accompagnatrices lors des sorties scolaires. Est-ce que vous ne dénaturez pas finalement la loi de la laïcité, l'esprit de la laïcité, justement, pour en faire votre arme, une arme contre les musulmans? Absolument pas. Absolument pas. Encore une fois, d'abord, ce n'est pas une loi contre le voile. Attention, là aussi, aux propos qui sont tenus, ce n'est pas une loi contre le voile. Vous ne l'avez pas vu. Vous voyez bien que dans les débats publics, c'est quand même la oui, non, mais attention, vous avez détaillé tout votre argumentaire sur la prudence des propos. Attention aux propos. C'est pas une loi contre le voile. C'est une loi qui rencadre la neutralité religieuse dans les sorties scolaires. Quels sont les autres signes de parents? Mais le vrai débat, la vraie discussion aussi, et que celle-là, le ministre aurait dû prendre ses responsabilités. On doit reconnaître aussi le fait des sorties scolaires comme le temps scolaire. Parce qu'il y a des enseignants, il y a des élèves qui sont présents. Donc, on est encore une fois, c'est interdit à l'intérieur de l'école. C'est interdit dans l'intérieur de l'école et ça pose de problème à personne aujourd'hui. Le seul fait, c'est d'étendre cette interdiction aujourd'hui qui existe dans la loi à l'intérieur de l'école, dans les sorties scolaires qui sont rattachées à l'éducation nationale. Alors, une question très concrète, un spectacle de fin d'année d'une école, là aussi on est dans le cadre scolaire, on interdit aux parents ou aux femmes voilées d'assister à ce spectacle ou pas? C'est dans l'école. Oui, mais toute sortie qui sera liée au programme scolaire devra respecter ce texte, la loi, oui. Donc on interdit aux mamans voilées d'assister au spectacle de leur enfant en fin d'année? Oui, parce que c'est pareil. Je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure l'expérience qu'on a connue, qu'on m'a rapportée.
une sortie qui se fait dans un parc d'attractions. Après, la personne qui a pris cette responsabilité d'interdire l'entrée de la personne, c'est autre chose. A priori, Sauf que qui s'est trouvé en situation de difficulté? Les enseignants, les élèves qui étaient présents, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà les situations conflictuelles qu'on peut se retrouver. Donc, après, si c'est le responsable, c'est bien. La question qui est posée, c'est bien dans le cadre du programme scolaire. C'est pas des sorties. J'ai été maire d'une collectivité et des activités qui se font en dehors du scolaire, dans les centres de loisirs ou autres, et des mamans qui on le voit et qui viennent et que ça pose de problème à personne. Là, on parle bien de l'école. C'est une extension de la loi qui existe au sein de l'école aujourd'hui pour les enseignants et pour les sorties liées au programme scolaire. On n'est pas contre le voile. Et c'est bien clair. Michel Savin, on va changer complètement de sujet, c'est l'heure de Ça se passe chez vous. Parce qu'il y a d'autres actualités aujourd'hui. Retour à présent sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Un mois après, la commission d'enquête du Sénat a poursuivi ses investigations. Après s'être rendu sur place jeudi dernier, il recommençait les auditions aujourd'hui, ce qui nous donne l'occasion de revenir sur les conséquences de cette catastrophe industrielle pour les habitants de la région et notamment pour les agriculteurs. Nos journalistes Samia Dechir et Audrey Vuettas sont allés à la rencontre d'un maraîcher bio dont les récoltes ont été gelées, tenez-vous bien, pendant 3 semaines. Reportage à Sommery. On est ici à une quarantaine de kilomètres de Lubrizol, dans l'une des communes où les récoltes ont été gelées. Ces restrictions, elles ont été levées il y a un peu plus d'une semaine, mais ce n'est pas la fin des ennuis. Pour autant, pour certains, les pertes ont été très lourdes. Pascal Hénage, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio et ici on est à côté d'une de vos serres. On peut voir que les traces de l'incendie sont encore bien visibles. Oui, voilà, en fait, on constate bien le ruissellement sur nos tunnels de cette fameuse suie qui reste imprégnée côté nord, là, où il y a de la mousse. On voit bien sur les doigts que c'est assez abrasif un peu même. Il y a un côté huileux, quoi. Et j'ai pas de recommandation aujourd'hui sur comment nettoyer ça, en fait. Et l'inquiétude, c'est aussi sur les légumes qui sont sous la serre et surtout autour de la serre. On peut peut-être aller voir. Voilà, c'est les légumes en plein champ, quoi. Ouais. Allez, on y va. Ici, Pascal, on arrive sur l'une de vos parcelles. Vous, ici, pendant 3 semaines, vous n'avez rien pu récolter du tout. Exactement, on était figés, on avait ordre de ne pas récolter nos légumes et on a perdu quand même pas mal de choses comme les radis, les salades et haricots verts surtout. Donc on voit bien ici les haricots qui n'ont pas été récoltés, qui sont devenus beaucoup trop gros et ça représente une perte aux alentours de 3 000 € à peu près. Ça fait un peu plus d'une semaine que toutes ces restrictions elles ont été levées, ça vous permet de récolter de nouveau, mais est-ce qu'il y a encore des analyses qui sont faites par les autorités sur votre exploitation? Oui, en effet, il y a des analyses qui sont faites par la répression des fraudes tous les 4 jours aujourd'hui sur les légumes, mais malheureusement pas sur notre sol. On n'a pas de prélèvement qui est fait sur la terre. Et puis nos terres, on en prend soin tous les jours. On a vraiment besoin de savoir s'il y a réellement des substances inquiétantes dans notre sol, quoi. Vous, habituellement, ces légumes, vous les vendez tous sur place? Voilà, on vend tous ces légumes sur place, en vente directe aux consommateurs, dans la petite boutique qui se trouve là-bas en haut. Pascal, ici on arrive dans votre boutique, on voit qu'il y a des étals encore bien pleins qui en début de semaine habituellement sont plutôt vides normalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que habituellement nos cajots sont vides, on a vendu quand même la plupart de notre production et puis là les clients sont pas là. La question est-ce qu'ils vont revenir? Ça va être difficile et puis nous des petites structures comme la nôtre on a besoin de faire du chiffre d'affaires d'une semaine sur l'autre pour pouvoir pallier à tous nos achats, etc., quoi. Est-ce que vous savez combien vous avez perdu à cause de la vente des légumes que vous n'avez pas pu faire pendant 3 semaines? C'est aux alentours de 2 000 € quoi, à peu près, donc c'est quand même pour nous qui faisons un petit chiffre d'affaires de 25 000 €, les 2 000 sont quand même importants, quoi. Est-ce que vous avez eu des indemnités, des aides pour vous en sortir avec les pertes importantes que vous avez eues? Pour le moment, on n'a rien reçu, perçu. On a juste une proposition du département et de la Chambre d'agriculture qui nous propose des aides financières de trésorerie, en fait, d'avance, des aides remboursables. Alors donc nous, on n'en veut pas parce que on va prendre un exemple simple. Si je pense que j'ai besoin de 5 000 € d'indemnité et puis que derrière ils me les donnent en fonction de l'indemnité de Lubrizol qui va tomber. Si elle est à hauteur de 3 000 € par exemple, j'en ai pour 2 000 € de ma poche, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas, quoi. Lubrizol a annoncé la création d'un fonds de solidarité pour indemniser les agriculteurs, mais pour l'instant, ils n'ont aucune information ni sur le montant de ces aides, ni sur la date à laquelle elles seront versées.
Voilà, Michel Savin, c'est un sujet qui vous concerne de très près puisque l'Isère, le département, votre circonscription, compte 53 sites Seveso. Est-ce que depuis cet incendie de l'usine Lubrizol, vous avez des remontées sur le terrain où vous dites est-ce que les sites sont bien sécurisés? Est-ce qu'il y a une inquiétude de la population? Non, il n'y a pas une inquiétude qui s'est manifestée depuis cet incident. Il est vrai qu'aujourd'hui, les sites Seveso qui existent sont soumis à des plans de prévention des risques technologiques qui sont très pointus. Suite à l'accident d'AZF, l'État et les préfectures et les préfets, les services de l'État ont renforcé les dispositifs de sécurité. Les sites sont régulièrement visités et beaucoup de sites ont engagé des travaux importants sur la mise en sécurité pour réduire les périmètres de risque. Mais bon, le risque zéro n'existe pas et il faut aussi être tout à fait juste. Donc oui, la sécurité a été renforcée. Oui, les mesures continuent, les services de l'État continuent à faire des visites régulières sur ces sites. Et puis, il faut rester vigilant, bien sûr. Et puis, les entreprises ont bien compris qu'elles avaient tout intérêt à investir aussi dans l'amélioration de la sécurité, aussi bien pour ces salariés, pour les gens qui travaillent sur les sites, que pour les gens qui vivent à l'extérieur. Merci beaucoup, Michel Savin, d'avoir été avec nous dans Allons plus loin aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club un peu spécial. Vous l'avez compris, on change un peu le programme aujourd'hui parce que l'actualité au Sénat, c'est bien le vote de cette proposition de loi sur la neutralité religieuse des accompagnants de sortie scolaire. Une nouvelle loi serait contre-productive. Ce sont les mots de Jean-Michel Blanquer. Loi inutile, a-t-il même dit. Grand débat dans une demi-heure. En attendant, c'est le match des idées. C'est une idée chère à la droite sénatoriale. Examinée aujourd'hui, la proposition de loi sur l'interdiction de signes religieux lors des sorties scolaires a germé bien avant l'incident du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ce texte, il a été déposé par ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio en juillet 2019. Il reprend ma proposition de loi portée en mars 2018. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Au printemps dernier, la droite sénatoriale avait déjà tenté d'interdire les sorties scolaires aux femmes voilées par le biais d'un amendement discuté lors de l'examen du projet de loi de Jean-Michel Blanquer sur l'école. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors de ces sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le projet de loi est alors voté par le Sénat avec cet amendement, malgré l'avis défavorable du gouvernement. Je pense, et croyez-moi, je suis passé par bien des chemins et bien des réflexions, que ce serait contre-productif aujourd'hui. Finalement rejeté par l'Assemblée nationale, l'amendement revient sous la forme d'une proposition de loi déposée par la sénatrice LR du Val d'Oise le 9 juillet. Un texte devenu polémique ces 2 dernières semaines, alors que le sujet du port du voile agite à nouveau la sphère politique. Voilà un sujet signé de notre journaliste Jérémy Heinzmann. Avec nous pour le match des idées ce soir, Alexandre Malafaille, bienvenue, président du think tank Sinopia. Et Jean-Pierre Mignard, bienvenue à vous également, avocat pénaliste et cofondateur du laboratoire d'idées Hyperion. Merci à tous les deux d'être ici. On voit que ça fait des mois que la droite sénatoriale, on en parlait encore avec le sénateur à l'instant, a mis au point un texte sur les accompagnants scolaires. Ça date d'avant la polémique qu'on connaît en ce moment. Est-ce qu'elle a raison de poser le sujet, Alexandre Malafaille ? Écoutez, le sujet est évidemment compliqué à poser, il faut le poser, mais il faut Pour vous, il le faut. En tout cas, il faut poser la question de l'islam en France. Je pense qu'il faut aborder le sujet. Mais il faut l'aborder en prenant en compte les éléments de contexte. Les éléments de contexte, c'est qu'il y a 2 problèmes. Plus le problème que l'islam politique est aussi un problème qu'il faut prendre en considération de manière générale dans le monde et avec des répercussions chez nous. Mais les 2 problèmes, c'est la population française aujourd'hui. Il y a 2 catégories. Il y a une première catégorie de Français qui sont les Français historiques, si je puis dire, qui sont là depuis toujours et qui ont peur et qui vivent pas bien l'évolution de la société dans laquelle on est. Et vous regardez les sondages, tous disent la même chose, il y a une peur, il y a une méfiance. On les traite souvent quand ils ont peur de racistes et d'islamophobes. Donc on fait bien sûr une confusion qui est terrible. Et après, il y a toute la communauté des Français musulmans et des musulmans qui sont en France et qui, elles, se sentent stigmatisées. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. Parce que
ils n'ont pas de job, les quartiers sont ce qu'ils sont, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'occuper d'eux. Et donc vous avez deux populations qui sont l'une en face de l'autre et un problème quand même qui est cette problématique de l'islam en France qui pose des problèmes, pas que des problèmes, mais qui pose des problèmes. Donc oui, il faut s'en occuper, on pourra revenir aux solutions, mais je pense que le poser maintenant, comme on le pose maintenant, plus dans un contexte qui est un contexte à chaud, pour fabriquer une loi à chaud qui est opportunément apportée comme une réponse politique à un problème qui va au-delà du politique et plus un problème de responsabilité des uns et des autres, à mon avis, c'est une erreur. Et de toute façon, cette loi, elle aura la durée de vie qu'elle aura ici et elle sera sans doute retoquée à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Minère, il faut poser le sujet, mais pas à chaud, pas maintenant? Ah non, surtout pas à chaud. Surtout sur des questions comme celle-ci. Le pire, c'est d'en débattre à chaud. C'est pourtant ce que fait le Sénat aujourd'hui. Mais je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, comme quoi une assemblée sage peut quelquefois sombrer dans l'impatience. Je pense que c'est une erreur. Par contre, il faut en parler, oui, bien évidemment. Je suis d'accord avec vous. L'islam, c'est une religion que nous connaissons pourtant depuis très très longtemps. La France est un pays colonial qui, depuis 200 ans, a eu à connaître à l'islam, avec des populations qui étaient musulmanes, des populations indigènes. En plus, en France, on a une école de l'islam qui est une des plus belles du monde, d'ailleurs, avec les Massignons, les Berques, etc. Mais bon, la question du voile aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bien ça la question, est-ce que des personnes qui accompagnent des enfants à l'extérieur de l'enceinte scolaire peuvent ou non porter le voile? La loi dit... Elle doit être neutre religieuse. Elle doit être... pas d'interdiction. Voilà. Alors, est-ce que cette personne est tenue à la neutralité? Ça, c'est la question de droit, parce que est-ce qu'elle accomplit un service public au sens où un fonctionnaire, effectivement, le remplit? On est dans un espace qui est un espace neutre, qui n'est plus l'espace scolaire. Alors, moi, je ne vois qu'une chose qui pourrait justifier un débat. Est-ce que ce serait du prosélytisme? Ou est-ce que ce serait terrifiant pour des enfants, ce que je ne pense pas. Donc, c'est justiciable d'un débat, d'une discussion, c'est sûr. On peut ici ou là trouver dans des établissements des formes totalement contractuelles avec les personnes en question pour, etc. Mais c'est la loi et moi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Le vrai sujet, c'est comment la France va effectivement intégrer cette deuxième grande religion. Espérons que ça se fera mieux qu'avec le catholicisme, parce que ce fut catastrophique. Je préfère le dire. On a mis un siècle. On a mis un siècle, et les guerres de Vendée, bien avant, que d'histoire entre la France, et puis même entre les forces chrétiennes, entre les courants chrétiens eux-mêmes. La France est un pays habité par les destructions interreligieuses. Les musulmans ont leur même courant. Et les musulmans ont les mêmes courants, les chrétiens ont eu aussi. Ça a été des saignées terribles. Alors que le pays se préoccupe de cela en disant on a un tel passé, sans compter l'antisémitisme, l'antijudaïsme, on a un tel passé que vraiment sur ces questions, on doit avancer avec une infinie précaution, ça me semble normal. Notre histoire nous le dicte. Mais justement, c'est justement pour ne pas jouer de la grosse caisse, là où quelquefois il faut utiliser le clavecin. Alors je voudrais qu'on revoie un extrait de ces débats dans l'hémicycle. En ouverture de séance, Jacqueline Eustache-Brinio, qui porte donc cette proposition de loi, a évidemment justifié sa démarche. Elle pointe un vide juridique. Au contraire, Jean-Michel Blanquer, lui, il nous dit une nouvelle loi serait totalement contre-productive. Je voudrais qu'on les réécoute tous les deux. Najat Vallaud-Belkacem déclarait que l'acceptation de la présence d'accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires devait être la règle et le refus d'exception. Cette position peu claire a conduit les juridictions à adopter des positions contradictoires à travers toute la France, laissant aujourd'hui les enseignants face à un vide juridique insécurisant, sans principe unique régissant les sorties scolaires. Inutiles, affaiblissent les lois nécessaires, nous avertissait déjà Montesquieu. En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive. Alexandre Malafaille. Le problème de la loi, c'est son caractère universel. Ce n'est pas l'avocat qui est en face de moi qui va me contredire. Elle va s'appliquer à toutes, et surtout là en l'occurrence à toutes, et de manière supposée partout. Est-ce qu'on pourra l'appliquer? Est-ce qu'on l'applique déjà dans des domaines de l'espace public où on est censé appliquer des lois qui sont restrictives sur le bord du voile ou d'autres tenues? Jean-Pierre Minère fait la moue. Voilà. Non, je ne suis pas contre. On a un problème d'application. Le vrai problème aujourd'hui, à mon avis, c'est pas de chercher à faire un texte qui va s'appliquer à tout le monde, parce que dans certains cas, l'application va poser problème. Il y a des quartiers, des zones où, de fait, si vous le faites, vous allez soit supprimer les accompagnants scolaires, soit, entre guillemets, condamner des femmes à rester chez elles, parce qu'elles ne pourront pas sortir. Il faut en tenir compte. La réalité, c'est ça. On peut la déplorer. On peut dire c'est dommage qu'en France, aujourd'hui, en République, on arrive à ça. Parce que
là encore, c'est un point de vue, mais on peut en débattre. Le port du voile est beaucoup plus un marqueur identitaire qu'un fait religieux, qu'un engagement religieux. La plupart des femmes qui portent le voile, à mon avis, ne font pas 5 fois la prière par jour. Or, le Coran dit... Marqueur identitaire ou tradition aussi. Oui, mais ou marque de réaction par rapport à un projet de société sur lequel on ne se sent pas, on ne se sent plus, parce qu'on est la 3e, 4e génération. Politique. Oui, mais c'est souvent ça aussi. C'est pas que ça, mais c'est aussi souvent ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une problématique d'acceptation. Non, bien sûr, parce qu'on ne veut pas faire de statistiques. Et de toute façon, comment pourrait-on le faire? Mais c'est aussi ça qui crée de la tension et qui crée cette fameuse défiance entre les communautés. Et moi, je crois que la seule solution pour en sortir par le haut, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun fasse des pas dans la direction de l'autre. Donc le pas qui est fait aujourd'hui par le Sénat, qui est de dire on va faire une loi histoire d'interdire encore un peu plus, va contribuer certainement à renforcer les positions des uns contre les autres. Alors que, je vais le redire, on l'avait évoqué ici déjà, je crois qu'il faudrait que chacun qui est en situation aujourd'hui d'avoir une influence dans sa communauté ou dans son espace politique ou public appelle l'autre à la raison. Et par exemple, dans le cas des femmes qui aujourd'hui portent des voiles de manière un peu réactionnaire, parce qu'elles estiment que c'est une bonne manière de montrer leur différence et leur identité, et puis de montrer à la République que, voilà, qu'on n'est plus d'accord avec elles, eh bien, il faudrait que les représentants de l'islam de France, ceux qui ont une autorité, une voix, une capacité à parler, disent aux femmes et à la communauté en général, essayez de réfléchir aux signes que vous envoyez à l'autre pour essayer de faire baisser la tension. Et à contrario, la République pourra à ce moment-là dire on va faire un peu moins de lois et on va essayer d'un peu moins stigmatiser, au contraire d'aller davantage vers l'intégration, l'assimilation, de faire en sorte de favoriser une espèce de dialogue et d'échange beaucoup plus fécond que l'opposition systématique des uns contre les autres. Si vous permettez, Jean-Pierre Minard, je vous laisse répondre dans un instant. Je voudrais juste alimenter la discussion avec une autre intervention parce que c'est dans ce contexte qu'a eu lieu hier, vous le savez, une attaque que certains qualifient d'attentat contre une mosquée de Bayonne, faisant 2 blessés graves. Le tireur a reconnu les faits en garde à vue. Le procureur de la République de Bayonne nous dit ce soir qu'il aurait agi pour, dit-il, venger la destruction de Notre-Dame. Alors faut-il faire un lien ou pas avec le discours politique ambiant, celui du Rassemblement national, mais aussi celui de LR? Le débat a été ouvert. En attendant, une sénatrice a fait entendre sa voix. C'est Samia Ghali, la socialiste, a demandé assez solennellement à Bruno Retailleau de retirer cette proposition de loi sur la neutralité des accompagnants scolaires. Et elle est justement au micro de Fanny Conqui en salle des conférences. Samia Ghali, sur Twitter, vous avez demandé à Bruno Retailleau de retirer cette proposition de loi, ce qu'il a refusé. Comment avez-vous réagi ? Écoutez, moi je l'ai fait parce que je considérais qu'il y a été aussi de la sagesse du Sénat de comprendre aussi ce qui se passe dans notre pays et de comprendre aussi que la cristallisation, ce racisme anti-musulman devait aussi maintenant cesser parce que je crois qu'il y a un ras-le-bol de la part de la communauté musulmane à être stigmatisée. Il ne se passe pas un jour maintenant en France sans que la communauté musulmane ait un moment son lot d'insultes. Donc je pense que ça suffit, que c'est d'abord avant tout la France qui est attaquée, que c'est la France qu'on insulte, parce que avant d'être musulmans, ils sont d'abord français et c'est comme ça qu'ils se considèrent. Il y a un problème aussi du fait du contexte au lendemain de l'attaque Il y a, excusez-moi, un problème de contexte au lendemain de l'attaque contre la mosquée à Bayonne. Bien sûr, dans le contexte d'hier soir est symptomatique malheureusement de la situation, de ce qu'on ressent. Il n'y a que ceux qui sont peut-être enfermés ici dans les heures de la République qui ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe sur le terrain. Et j'invite M. Retailleau à aller un peu plus peut-être sur le territoire, sur le terrain. Il comprendrait dans quel état se trouve la France. Elle est en souffrance. Elle est en souffrance parce qu'elle ne se retrouve pas et que quand la France rejette une partie d'elle-même, alors il y a un petit problème. Est-ce que selon vous, il est urgent qu'Emmanuel Macron se prononce sur ces questions-là ? Oui, moi je considère que depuis hier soir, le président de la République, je comprends qu'au départ il est considéré qu'il ne fallait pas donner plus d'importance que ça à la PPL de M. Retailleau, mais au vu de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait se passer encore malheureusement, personne n'est à l'abri de ce qui pourrait arriver demain, je considère que oui, le président de la République doit être le juge de paix parce que la République doit être le juge de paix dans cette affaire. Et on voit que la gauche monte au créneau sur ce sujet, c'est important de le faire. On voit de nouveau ce clivage gauche-droite qui apparaît. En ce qui me concerne, moi je ne fonctionne pas en clivage, je fonctionne en fonction des sujets. Et celui-là, oui, il m'oppose réellement à la droite, mais fortement, parce qu'elle court après le Front National, mais à tel point qu'elle finit par s'en brancher elle-même. Merci Samia Ghali d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, Fanny. Jean-Pierre Minard, que vous inspirent les propos de la sénatrice? Je la comprends. D'abord, en plus, elle est à Marseille. Je vais vous donner des exemples. Pour aller dans le sens de Samia Ghali. Moi, j'ai des étudiants qui sont brillants, qui sont doués, qui ont de très grands diplômes, mais qui seraient des mécréants, considérés par d'autres, qui boivent normalement. Par contre, leurs mères, usagées, ont des voiles. Et eux, autant, en Algérie, c'était des gens qui étaient contre
le djihad contre effectivement l'offensive fanatique du djihadisme, mais en même temps, ils demandent à ce qu'on parle du voile de manière à ce que leurs mères soient respectées, qui sont des dames plus âgées, qui sont un peu... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de voile? Alors, je suis d'accord avec vous, il y a aussi le voile plus identitaire, c'est paradoxalement souvent plus des jeunes femmes qui sont affirmatives et qui disent oui, ben, nous sommes musulmanes, et alors vous êtes contre ça? Et ça rappelle une autre histoire, ça rappelle, c'est les Noirs aux États-Unis, Black is Beautiful. Les pride gays, c'est-à-dire quand on appartient à une minorité qui à un moment donné se vit comme une minorité mais qui s'organise et qui dit que vous le vouliez ou non, vous devrez nous accepter, alors on force ces caractéristiques pour obliger la majorité enfin à sortir de ces tabous. Alors donc que faire de ça? En plus on est dans un pays qui est quand même, moi j'habite à côté de la Grande Mosquée là, la Grande Mosquée elle a été bâtie en 1927 par souscription publique. C'est jamais aucun autre bâtiment culturel en hommage à tous les soldats musulmans morts pour la France. C'est un pays qui est totalement mêlé de tout ça, bougé de tout ça. La France, je pense même d'ailleurs qu'il y a une grande responsabilité et de l'islam de France et des pouvoirs publics et de la société, parce que si la France, là pour une fois soyons positifs, si la France réussit en effet à trouver des cadres, c'est-à-dire des limites, mais aussi des projections qui permettent à ce qu'elle représente aujourd'hui, en fait, une grande nation, mais qui est à l'intérieur aussi multiculturelle, etc. Oui, elle arrive à réussir l'intégration. Eh bien, si elle réussit ça, ce sera une nation d'une force exceptionnelle. Donc, vivons ça comme une épreuve, mais une épreuve qui peut être, en effet, exceptionnelle pour l'avenir. Alexandre Malafaye. Les mots de Samia Ghali sont durs. Hein. Elle est comme sénatrice de la République, elle emploie ce mot de racisme anti-musulman. C'est vrai, ça. Oui, vous êtes d'accord. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Oui. Je ne dis pas que l'intention, je crois certainement pas d'ailleurs que l'intention des sénateurs de droite soit ça. Non. Parce qu'eux, ils veulent répondre à un problème particulier qui est de dire, voilà, après tout, dans l'espace public et l'école et ses sorties, ça fait aussi partie de l'espace public, il faut la neutralité. Il y a aussi des gens qui sont peut-être agressés par ce port du voile. Donc ils ont un problème, ils essaient d'apporter une réponse. Laurence Rossignol, dans l'hémicycle, a parlé aussi de racisme anti-musulman, voire de racisme contre les Arabes, et elle visait le Rassemblement national. Oui, non, mais le Rassemblement national là-dessus est forcément pointé. Mais le Rassemblement national a quand même un gros avantage qu'il faut prendre en considération. Depuis très longtemps, il dit des choses sur ces questions-là qui sont sensées et qu'on n'a jamais voulu écouter. Là encore, la proximité du terrain montre qu'il y a des difficultés, qu'il y a des vraies situations compliquées à gérer et qu'au quotidien... Vous voulez dire que le RN a été le premier lanceur d'alerte sur ces questions-là, je pense qu'il a fait partie de ceux qui ont dit des choses. Mais regardez, en 2004, vous aviez un rapport qui avait été publié et enterré par le ministère de l'Intérieur à l'époque sur les problématiques déjà de ghettoisation, de radicalisation. Enfin, tout ça n'est pas nouveau, comme on dit. Le problème, c'est qu'on n'a pas traité le problème très en amont. Donc aujourd'hui, on est face à un problème beaucoup plus difficile. Moi, je crois qu'en tout cas, par rapport à ça, il y a des leviers d'action qui sont considérables. Il y a des choses formidables qui se font. On parlait de Marseille. À Marseille, vous avez des interfaces, comme par exemple Marseille Espérance, qui fait un boulot remarquable au quotidien entre la ville et les communautés. Parce qu'à Marseille, on accepte, entre guillemets, de dire il y a des communautés. Bah oui, il y a des communautés, il faut bien leur parler. Et ça fait ce travail d'interface. Vous avez après des structures religieuses qui font de l'interférence importante dans le domaine interculturel et interreligieux, qui essayent justement de faire en sorte que les gens se connaissent. C'est localement que ça se passe plutôt bien, mais c'est au niveau national qu'il y a un problème. Parce qu'on veut faire la politique partout. Parce que c'est des enjeux électoraux. Non, mais sauf que ce à quoi on va arriver, on en parlera peut-être avec les questions des listes communautaires, ce à quoi on va arriver, c'est que, à force de diaboliser, comment d'ailleurs dans un autre registre on a diabolisé le Front National, en diabolisant les thématiques, les questions posées, etc., et bien au bout du compte on a fait le premier parti de France. Et à force de diaboliser les musulmans, en disant vous êtes musulmans et vous êtes des gens terribles avec vous nous posez un vrai problème, petit à petit on va faire grandir, entre guillemets, la mobilisation autour de leur cause, non pas du tout dans une dynamique qui va être constructive par rapport à un projet républicain où on va vivre ensemble, mais au contraire sur un projet où on va se diviser et s'affronter. Il faut faire attention parce que vous avez aussi derrière tout ça, vous dites, est-ce que le RN a été... Oui, j'ai employé le mot lanceur d'alerte. Ça a été lanceur d'alerte, je veux dire aussi c'est un abcès. Tout dépend comment effectivement on le voit. Mais vous avez quand même toute la théorie du grand remplacement qui est là, qui fait son travail de manière construite sur le plan intellectuel avec Camus et bien d'autres dont je ne citerai pas les noms. Et ceux-là disent, notre civilisation est menacée. Il n'y a pas d'hybridation possible entre ce que nous sommes et ce qu'ils sont. L'islam n'est pas celui de la République. Et donc, dans ces conditions, ce sera eux ou nous. Et il y a même un mot de Camus qui met peut-être même au milieu de la Méditerranée. Ça me rappelle effectivement ce qu'on disait après la guerre d'Algérie. Renvoyer les Algériens, on ouvrait les bateaux au milieu. Ça, faisons attention à ça, parce que c'est une théorie extrêmement dangereuse qui fait que si, ce que j'appelle le grand camp des modérés, n'arrive pas à trouver de solution, alors nous aurons des solutions comme celle-ci et peut-être des solutions communautaires. Justement, on y vient. Voilà, parce que la droite...
Oui, mais il y a un peu de fascisme en France aujourd'hui. Bien sûr, mais pour ça, il faut juste un mot pour dire il faut ouvrir les yeux sur les réalités. Voilà. C'est-à-dire que entre guillemets, ce grand remplacement au niveau global, il ne s'opère évidemment pas. Par contre, au niveau local, dans certains endroits, dans certains quartiers, vous avez des mouvements de population extrêmement importants qui ont fait qu'il y a eu remplacement. Et donc ceux qui sont concernés par ça, ceux qui ont vécu ça, ceux qui le voient tous les jours, qui le voient tous les jours, qui le vivent, vous disent ah attendez là moi je suis concerné. Donc de fait, moi je vais voter maintenant Front National ou Rassemblement parce que eux ils vont me défendre. Alors, qui en même temps eux sont toujours contre l'Europe, contre le marché, etc. Je ne dis pas le contraire. C'est vraiment. Je dis pas le contraire. Je dis que c'est de l'exploitation politique et qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas nier les réalités. Voilà. Et qui Zemmour le dit. Il dit après tout peut-être qu'un jour la guerre civile nous sera imposée. Parce que la droite sénatoriale se soucie du voile, mais pas seulement, on y vient. L'autre sujet pour lequel Bruno Retailleau veut aussi une loi, c'est celui des listes communautaristes. Il veut les faire interdire pour les prochaines municipales, pour contrer ce qui est, selon lui, une forme de sécession. Je voudrais qu'on l'écoute. Je constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves, et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France. Pas aujourd'hui. Aux élections européennes, il y a des listes qui ont fait, dans une 50aine de bureaux de vote, plus de 10%. Alors Jean-Pierre Minière, je me tourne vers vous parce que vous êtes juriste. Est-ce que c'est faisable? On peut faire interdire des listes Alors, imaginons une liste dans laquelle on dit qu'il ne peut y avoir que des hommes. Ces hommes doivent être effectivement tous pratiquants et doivent vérifier comment ils sont pratiquants par une adhésion à la religion. Et à partir de là, on peut créer en effet une liste communautaire. Est-ce que ça poserait un problème par rapport aux lois de la République? Oui, j'irais déjà en termes de parité sur ce point. Déjà, je fais arrêter tout de suite cette liste. C'est-à-dire que je pense que non seulement ces lois sur les parités ont été des lois très bonnes, mais qu'elles interdisent précisément ce qui est quand même un sectarisme entre les genres, qui est une des manifestations identitaire. Mais donc une nouvelle loi ne servira à rien alors si Non, mais je pense que Bruno Retailleau, il aime bien de temps en temps faire des lois pour alimenter des sujets. Après tout, mais il n'a pas tort. Hein. S'il faut débattre, débattons. Parce que vaut mieux débattre peut-être un peu avant que débattre sur le moment avec une liste déposée. Et là, c'est catastrophique. Parce que c'est une inflammation générale. Moi, je dis aujourd'hui que, notamment, vu la position de la République sur les droits des femmes, les droits des hommes, la parité, une liste qui exclurait des femmes suffirait déjà, elle seule, de se bannir du champ de la République. Alexandre Malafaye. Mais là encore, on est face à des phénomènes de réaction, parce qu'on a stigmatisé et pas traité les problèmes. Donc, à un moment donné, des gens se sentent concernés. Et après, il faut donc concerner par une forme de mobilisation. Et après, quand même, il faut être lucide. On parlait d'islam politique tout à l'heure. Vous avez malgré tout des forces qui sont à l'œuvre, qui sont des forces qui viennent de l'extérieur, qui alimentent, qui financent. Il y a des courants idéologiques. Bien sûr qu'il y a une partie de Français musulmans et des musulmans en France qui ont une approche politique de l'islam et qui sont combattants. Les sondages le disent, hein, quand vous avez des sondages assez bien faits de tel ou tel organisme, on dit qu'il y a une partie comme ça, non négligeable, des Français musulmans, des musulmans de France, qui disent, moi, je suis favorable, effectivement, je mets la charia au-dessus des lois de la République. Donc on ne parle pas de quelques milliers de personnes, on parle quand même de populations non négligeables qui sont dans une dynamique qui pose la question de la divergence républicaine. C'était 27%. Hein. Oui, exactement. Non, mais c'est beaucoup. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un phénomène de divergence républicaine majeure, quand même, sur lequel la question, c'est comment, à un moment donné, tout ça reconverge. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, on doit les combattre, parce que maintenant, ils existent, il faut les combattre de manière démocratique, bien sûr, en appuyant autant que possible sur la légalité, si c'est pas légal, ça c'est clair, mais de manière, en tout cas, s'appuyant sur la démocratie, il faut combattre les idées. Et il faut essayer après, en fait, de mettre suffisamment dans les listes, dans les quartiers concernés, de personnes qui sont représentantes des différentes communautés, de manière à ce que finalement on ait plutôt envie de voter pour des listes qui représentent, si je puis dire, un ticket avec une équipe et qui ressemble à la population locale, plutôt que d'enfermer ça entre les mains de quelques-uns. Ça, je pense que c'est souhaitable. Mais là encore, c'est l'interculturel, c'est l'interreligieux, c'est des chemins de dialogue, mais il faut vraiment s'en donner les moyens. Je voudrais dire une chose, c'est que les petits-enfants venant de familles musulmanes ou supposées musulmanes, en général de familles pas très riches, ou en tout cas appartenant à la classe moyenne, pas très riche, ils vont où? Ils vont à l'école publique de la République. Et beaucoup d'autres, qui ne sont pas effectivement d'origine musulmane, famille musulmane, dont les revenus sont beaucoup plus aisés, et ils vont dans les écoles privées catholiques. Moi, j'étais avocat longtemps de l'école privée catholique, je suis catholique. Mais enfin, je suis quand même obligé de constater ça. C'est vrai. Voyons ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que les enfants musulmans, ils vont dans l'école publique catholique. Ils ne sont pas dans le communautarisme.
Alors moi, je respecte l'école privée catholique parce que je sais que ce qui s'y fait est correct. Mais je pourrais dire, tiens, il me semble que là, c'est peut-être là qu'il y a du communautarisme. Parce qu'on se réfugie, on se protège et on se met à l'écart des autres. Au nom d'ailleurs de la qualité de l'enseignement prodigué, c'est quelquefois vrai. Mais enfin, les gosses, les autres, ils vont à l'école de la République. C'est tout, je dis rien d'autre. Juste un mot quand même sur ces partis. On s'est intéressé au score de l'Union des démocrates musulmans, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est de ce parti. Regardons ce qu'il a fait aux dernières européennes, ce parti. Ses meilleurs résultats, il les a obtenus dans le Nord, à savoir 0,25% des voix en moyenne, jusqu'à effectivement 6,1% à Maubeuge, parfois plus de 2% comme à Roubaix, et sur l'ensemble du pays, 0,13%. Voilà les chiffres. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'il y a un islam politique ou en fait il est complètement anecdotique? Non, il est suffisamment significatif là où finalement on a des populations musulmanes pour qu'on prenne ça très au sérieux. Parce que c'est toujours pareil, derrière un mouvement politique, vous avez un accès à la parole publique, vous avez un accès à des fonctions et vous pouvez avoir une influence. Donc là, je crois qu'il faudra qu'on soit d'une vigilance extrême. 0,13% des voix sur l'ensemble du pays, ça mérite une loi? Non, mais alors certainement pas de loi. C'est une vraie question. Là encore, moi je pense pas qu'il faille de loi. Non, mais c'est 0,13%, il faut bien regarder, c'est sur 50 circonscriptions qu'il faut regarder le niveau du score. Et sur ces circonscriptions concernées, on arrive à des scores pour des listes qui ont peu de moyens, qui ne sont pas connues, qui arrivent à toucher un certain électorat qui à un moment donné, là encore, est porteur d'un projet qui est sans doute pas le projet de la République française. Mais comment on fait aujourd'hui pour contrer ça? On fait ça malheureusement, je veux dire, autrement que par le dialogue, le débat démocratique. Et ça, il faut le faire de manière urgente. Je suis d'accord. Je veux dire simplement que le monde musulman, je veux dire en France, mais dans le Maghreb, on est lié avec le Maghreb, c'est une histoire de famille même. Je constate que je vois les jeunes femmes qui manifestent à Alger, elles ne portent pas le voile. Parce qu'elles savent, elles. Voilà les manifestations du vendredi. Parce que l'Algérie est le pays qui s'est battu contre le djihadisme. Près de 150 000 morts. L'Algérie, on n'a pas de leçon à lui donner. Parce que sur ce point, ça a été effrayant. Mais elle a mené la bataille. Elle l'a gagnée. Les jeunes femmes, elles sont... Et d'autres, leurs mères, plus âgées, elles portent souvent le voile. Mais elles se battent quoi? Pour la démocratie, elles se battent pour une société ouverte. La même chose en Tunisie. Toute la Tunisie, c'est ça. C'est comment on reste dans les acquis de Bourguiba et comment on démocratise. Et comment on ne tombe pas dans les bras dans l'étreinte dangereuse de l'islamisme. Ils sont franco-tunisiens, ils sont franco-marocains, ils sont franco-algériens. Donc nous vivons cet grand événement d'un islam qui, c'est vrai, s'affronte pour la première fois à la modernité avec des millions de musulmans ou d'enfants de musulmans ou d'arabes qui disent « nous allons vers cette société-là ». Donc c'est ça qu'il faut saisir et appréhender. Et on doit s'arrêter là. Voilà, Merci. pardon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spéciales. Dans un instant, la suite d'ALPL. Grand débat spécial autour de cet événement au Sénat. Donc le débat autour de la proposition de loi concernant la neutralité religieuse des accompagnants de sortie scolaire. On a 1 heure pour débriefer les discussions dans l'hémicycle. Avant cela, retour sur l'invité politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Il est notamment revenu sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la réforme des retraites chez RTL. Il a eu cette phrase « J'irai jusqu'au bout, je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance ». Comment est-ce que vous l'avez prise, cette phrase ? Moi, je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance à l'égard d'un projet de loi avec lequel je suis en désaccord. Donc vous aussi, vous irez jusqu'au bout? On ira jusqu'au bout. On est en désaccord depuis le début. J'ai envie de dire, avant d'aller jusqu'au bout, je rappelle quand même que dès l'origine, Force ouvrière a expliqué les raisons pour lesquelles on était en désaccord avec ce projet de régime unique par points. Et nous avons présenté systématiquement sur chacun des aspects nos arguments. Nous les avons largement développés publiquement. J'ai été très sollicité depuis tout l'été et même un peu auparavant, mais depuis la présentation du rapport du haut-commissaire M. Delevoye. Donc, on a eu droit à une concertation qui a duré près de 18 mois, qui a débouché sur le rapport du haut-commissaire, dans lesquels il y avait des ateliers citoyens, des ateliers prospectifs, participatifs, les ministres, et des choses qui vous convenaient y ont participé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu tous ces débats-là. Donc, avant d'aller jusqu'au bout, ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, nous n'avons pas été encore entendus. Et moi, mais ce que vous demandez clairement, vous, c'est pas de retraite à points, pas de réforme systémique, pour être clair, c'est ça? Exactement. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on revienne à la table de négociation, mais au point de départ. Il y a des choses à améliorer. Les points sur lesquels le haut-commissaire met en avant les avantages que proposerait le régime unique par points, nous considérons qu'on peut
parfaitement régler ces questions dans le cadre du système de retraite actuel. Parce que ce qui est en cause, ça n'est pas les défauts du système aujourd'hui, ce sont les défauts d'une politique ou de politiques économiques qui n'ont pas réussi à résoudre le chômage de masse, la précarité, les carrières hachées dont plus souvent les femmes les subissent, ou les petits salaires, les métiers féminins sont plutôt souvent les moins bien rémunérés, qui font que, par exemple, au moment d'arriver à la retraite, les femmes, effectivement, du fait de cette situation, sont plus souvent pénalisées que les hommes, parce que leur contribution qui leur ouvre les droits à la retraite n'a pas permis de constituer un droit qui permet d'avoir une retraite suffisante. Mais ça, cette question-là ne sera pas résolue par le régime unique par points. Ce n'est pas parce que vous achèterez des points tout au long de votre carrière, au lieu de calculer votre retraite sur les 25 meilleures années, que vous aurez amélioré votre situation une fois arrivé à la retraite. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Émission spéciale autour des débats au Sénat sur la proposition de loi de la droite concernant la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. Très contestée. À commencer par Jean-Michel Blanquer en personne, le ministre de l'Éducation. Il voit, lui, une loi inutile et contre-productive. Des débats animés au Sénat. #ALPL si vous avez envie de réagir sur ce sujet sur Twitter. Comme tous les jours, réaction de sénateurs et sénatrices durant toute l'émission, mais pas seulement des parlementaires aujourd'hui en salle des conférences, Fanny Conquis. Oui, aujourd'hui nous serons avec Fatia Bibi, elle est marseillaise, elle porte le voile, elle nous racontera comment elle vit ce contexte et ce débat sur le voile. Et on verra ça avec vous, merci beaucoup Fanny, et puis on va tout de suite dans l'hémicycle avec vous Quentin Calmet, puisque c'est là que ça se passe. Oui, bonjour Rebecca, effectivement. Alors les sénateurs sont en train de voter sur un amendement de suppression, vous le savez, ils votent avec un scrutin électronique. Le PS a demandé ce scrutin public. Ils sont contre cette proposition de loi venue de la droite. C'est la première interruption dans les prises de parole qui durait depuis 4 heures. Le débat semble presque interminable vu depuis la tribune de presse, alors que la proposition de loi ne contient que 3 articles et que 4 amendements. Le signe est bien que le débat est passionnel, vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup Quentin et à tout à l'heure. Les débats qui ont commencé en tout début d'après-midi, il y a déjà eu des moments forts. Je voudrais qu'on les voit avec Marie Brémaud avant de vous présenter nos invités. C'est la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot qui a ouvert le bal. Elle porte la proposition de loi service public de l'éducation et neutralité religieuse. Sur le fond, toute la question concerne les parents accompagnateurs et leur statut. Les accompagnateurs des sorties, qu'ils soient ou non parents d'élèves, ne sont pas des usagers du service public, mais bel et bien des collaborateurs bénévoles du service public, assimilés au personnel d'éducation et par conséquent astreints au respect de la neutralité de ce service public. Un principe de neutralité qui s'appliquerait donc aux parents et leur interdirait le port du voile notamment. Une lecture contredite par les socialistes qui s'appuient sur la jurisprudence du Conseil d'État. Les parents accompagnateurs sont des usagers du service public de l'éducation et en tant que tels ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité qui incombe aux agents publics. Et sans surprise, le ministre de l'Éducation nationale réaffirme sa position inchangée. Et je regrette d'avoir aujourd'hui à revenir sur tout cela. Pour moi, la situation est claire. Lorsque j'ai dit encore récemment « pas interdit, mais pas souhaitable », je n'ai fait que résumer la situation actuelle. Mais au-delà du cas des parents accompagnateurs, ce sont des visions de la société, des définitions opposées de la laïcité qui s'affrontent encore une fois sur les bancs de l'hémicycle. C'est un véritable bras de fer qui est engagé par ces femmes qui brandissent le voile comme un étendard, appuyé par un communautarisme islamique politique. Plus simplement, elles veulent vivre dans une société ouverte, tolérante, respectueuse de toutes les religions. Et à gauche, on regrette massivement une loi opportuniste. Laurence Rossignol égratigne l'extrême droite, mais pas que. La première mâchoire de cet étau, c'est celle de la haine et du racisme. Celle qui déteste les musulmans comme elle a toujours détesté les Arabes. Celle qui n'a jamais été laïque. Celle qui n'a jamais autant aimé la France que quand elle n'était pas la France. J'invite mes collègues de la droite républicaine à ne pas s'émouvoir quand je parle de l'extrême droite. Je ne parlais pas de vous jusqu'à présent. Plus de 3 heures de débat où il a été question au final très peu d'école, aux grandes dames du rapporteur du texte. Imaginez que nous parlerions de l'école, que de l'école, rien que de l'école,
À croire que cette proposition de loi, dans un contexte enflammé, était pour certains l'occasion d'une tribune. Avec nous donc pour la première partie de ce débat, François Patria, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Jean-Raymond Hugonet, bienvenue à vous également. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, sénateur LR de l'Essonne. Et Nassima Dindar, bienvenue et merci à vous également, sénatrice Union Centriste de La Réunion. Bienvenue à tous les trois. On voit que le texte est encore en discussion. Certains diraient ça s'éternise. François Patria, ça montre quoi selon vous? J'ai le sentiment qu'alors qu'on ne devrait pas le faire, on a fait de ce débat sur la laïcité un territoire guerrier. Or, paradoxalement, tout le monde est d'accord sur le fait que la laïcité est un bien commun, que nous devons la défendre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le communautarisme, contre l'islamisation, contre le terrorisme, bien entendu, contre la radicalisation. Et on diverge sur l'application de la laïcité telle qu'elle a été faite dans les lois, à la fois la loi de 1904, mais aussi la loi de 2004, qui régit les règles. Et quand nous disons que cette loi est inopportune, c'est parce que nous pensons que la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui permet de clarifier les choses et que la laïcité soit respectée dans le cadre de l'école. Donc, aller au-delà, j'ai le sentiment que les Républicains, en l'occurrence, ont peut-être tort parce que, en se mettant dans cette position, qui est un premier pas, un premier doigt mis dans l'engrenage, ils sont à la remorque du Front National ou du Rassemblement National, ce qui ne devrait pas être aujourd'hui. Entrer en territoire guerrier, les mots sont forts. Jean-Raymond Hugonet, qu'est-ce que vous répondez à François? Je laisse au président Patria la responsabilité de ses propos, bien évidemment, je ne les partage absolument pas, mais nous sommes au Sénat et la qualité du débat cet après-midi a été, je crois, de bonne nature, hormis quelques saillies un petit peu excessives, mais qu'il faut entendre parce que c'est l'expression... nos collègues d'extrême droite, forcément, à un moment, ont des expressions. Mais encore une fois, il faut les entendre. Car s'ils sont dans cet hémicycle, c'est qu'ils sont la représentation également populaire, ils en font partie. Je crois que là-dessus, moi, je ne serai pas sur les procès d'intention. Le gros problème, il est là, et quand on suit le débat de près, le problème est technique. Et le problème de fond est technique. Et je rends grâce d'ailleurs à Jacqueline Eustache-Brinio et à notre collègue Max Brisson, qui ont mis au cœur du problème la problématique. C'est l'inconfort juridique dans lequel se trouve les chefs d'établissement, qui est avéré. Pourquoi? Il y a des mois déjà, parce qu'il faut bien dire pour nos téléspectateurs, ça ne date pas de la politique. Non, parce que sinon certains pourraient dire c'est Julien Audoul. Ça n'a rien à voir avec ça. Julien Audoul, laissons-le là où il est, le malheureux. Mais il est en Bourgogne, méfiez-vous. Oui, chez moi. Je connais d'autres personnes en Bourgogne, cher président. Non, la nature même des accompagnateurs sont des usagers ou des collaborateurs du service public. À l'évidence, quand une classe est hors les murs avec un programme pédagogique, puisque c'est la base d'une sortie scolaire, à ce moment-là, les accompagnateurs sont considérés, ça a été rappelé d'ailleurs en termes d'assurance, ils sont considérés comme des collaborateurs assistant le service public. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de doute, il faut leur donner et préciser le cadre, puisqu'il y avait un trou dans la raquette législative. Nassima Dindar, quel est votre regard à vous sur les débats qui se déroulent en ce moment dans l'hémicycle au Sénat et sur cette polémique? Deux points essentiels. Le premier sur la laïcité, je crois que la loi de 2005 couvre, avec celle de 2004... Alors, de 1905 1905, pardon, et de 2004 couvre véritablement le respect de chacun de croire ou de ne pas croire dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Puisqu'on rappelle qu'effectivement, lors de la proposition de 1905, il a fallu retirer les croix, mais autoriser chacun, puisqu'il fallait trouver un compromis, à pouvoir porter sur soi cette croix qui représentait la religion dominante. Donc vous voulez dire, à l'époque. les textes suffisent? Pour moi, le texte sur la laïcité suffit. Deuxième point essentiel, c'est la force de l'école. Chacun de nous sait bien que l'école, elle doit être intégrative pour tous et pour tous les citoyens. Et en même temps, pour les parents. Donc, pour moi, le parent, l'accompagnateur, il reste un usager. Et au contraire, sortir ces femmes, quel que soit ce qu'ils puissent porter comme signe distinctif, mais un foulard est-il un signe de prosélytisme? Je ne le crois pas, puisque je crois suffisamment les enseignants, un recteur suffisamment intelligent, et la loi encadre tout prosélytisme. Pour stopper tout prosélytisme voilà. éventuel. La loi encadre bien cela. Donc aujourd'hui,
la question de cette proposition de loi fait débat, amène effectivement, et M. Patria a raison, le sénateur a raison de dire que ça amène de la violence dans les débats plutôt que d'apaiser une situation sociale. Alors, où, voilà, Jean-Michel Blanquer va même un peu plus loin et je vais vous laisser répondre parce qu'effectivement vous allez pouvoir répondre aussi au ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais qu'on le réécoute quelques secondes puisque pour Jean-Michel Blanquer ça va même plus loin que ça. Pour lui, une nouvelle loi ce serait contre-productif. Écoutez. Les lois nécessaires, nous avertissait déjà Montesquieu. En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive. Jean-Raymond Hugonet, comment vous voyez? Là, écoutez, on diverge totalement, mais c'est intéressant, justement, d'échanger les choses. La loi de 1905, on ne revient pas dessus, elle est claire, même si le président de la République a eu un moment, on commençait à coller à la loi de 1905, voilà, des appréciations, des épithètes et autres. Non, la loi de 1905, elle est une, on la respecte, elle est parfaite. Mais dans l'application de la société aujourd'hui, il y a, comme je le disais, des trous dans la raquette. Et quand le ministre dit que les chefs d'établissement ne sont pas désemparés devant ces sujets-là, je suis désolé, nous en connaissons qui sont justement désemparés. L'objet de cette loi unique, c'est justement de leur donner l'argument juridique qui leur permette d'être totalement de le confort juridique. Vous faciliter la vie des enseignants, des voilà. directeurs Et d'école. moi, je ne veux pas faire l'autruche. Parce qu'à force de composer, notre République se décompose. Et c'est ça l'objet de la loi aujourd'hui. Alors, François Patria et Nassim Adalla. La citation du ministre, je le rappelle, disait « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Voltaire. Ils en savent quelque chose. Très bien, ce qu'on dit. Mais on en voit passer quelques-unes. Dans ce débat, figurez-vous que j'ai assisté à quelque chose d'un peu cynique et assez cocasse. J'ai entendu les Républicains, avec tout le respect que je vous porte par ailleurs, au titre personnel, sans problème, défendre avec force aujourd'hui Jean Zay, Aristide Briand, Lionel Jospin, Robert Badinter. J'ai jamais vu des Républicains autant aduler les socialistes qu'aujourd'hui. Moi qui suis aujourd'hui en marche, vous voyez, comme je regarde avec un petit peu de recul et un petit peu de sérénité, mais aussi un petit peu d'amusement. Non, tout tourne autour du fait de deux principes. Est-ce que, oui ou non, le temps le temps parascolaire est un temps scolaire. C'est tout. C'est la question. Ça n'est pas un temps scolaire, c'est un temps périscolaire. Oui. Deux, est-ce que, Naïma a raison de dire, est-ce que les parents qui bénévolement, et s'ils ne sont pas là souvent, les enfants n'iront pas, soit ils n'iront pas à l'école et on va les confiner dans les écoles confessionnelles, coraniques ou autres, les parents les accompagnent, etc. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont là en tant qu'accompagnateurs. Donc, est-ce qu'ils sont des agents de service public? Certainement pas. Ils ne sont même pas des auxiliaires de service public. Ils sont là de faire en sorte que les enfants puissent venir et que les enfants puissent en bénéficier. Et je crois que ce serait contre-productif. Demain, en appliquant la loi, on refoulerait des mamans, et vous savez que les mamans qui vont chercher à l'école, vous le connaissez. Sans compter l'hostilité que ça peut provoquer. Voilà. À côté, je crois que, après tout, vouloir trop légiférer, ça peut être contre-productif. En l'occurrence, la loi telle qu'elle a été votée avec Jean-Michel Blanquer, et la loi telle qu'elle existe chez nous, sont des lois d'apaisement et d'équilibre. Et je pense qu'en faisant ça, on va rompre l'équilibre et reculer l'apaisement. Nassim Adalla, et après on réécoute un autre extrait. Loi d'équilibre, loi d'apaisement et cohésion pour faire société. Et on l'a, lors du débat, largement rappelé. Je le dis, assigner les femmes qui portent un foulard ou un voile à rester dans les murs de leur propre maison en y mettant l'école hors des murs et l'école dans les murs, ça n'est pas faire cohésion au niveau d'une société. Ça n'est pas faire cohésion au niveau de l'intégration d'une identité telle que vécue, parfois culturellement, parfois cultuellement, par des enfants de la République qui arrivent avec justement l'école républicaine. En tout cas, du point de vue de l'enfant, ça peut être... Ça peut être très violent. Ça peut être très violent. Une fois pour toutes, on ne demande pas à ces personnes de renoncer. On leur dit sur le temps scolaire. Et encore une fois, quand il y a une sortie scolaire, elle doit avoir, c'est le fondement même, un contenu pédagogique. C'est donc bien qu'on est dans une classe hors les murs pendant ce temps. Et pour l'enfant, vous pensez que c'est facile à comprendre ou pas? Mais l'enfant, lui, ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est de voir quelqu'un qui, sur un signe extérieur... Non, mais quand c'est sa maman qui porte le voile. Mais maman ne peut pas participer à la sortie. D'ailleurs, dans le débat, une de nos collègues, il y a un moment, quand on a employé le mot maman... Non, c'était Sophie Taillé-Polian. C'est pas un gros mot d'être une maman. C'est pas un gros mot. Non, mais il y a un moment, vous voyez, même le ministre s'est repris en disant une mère. Non, une maman, c'est une maman. Ouais. Voilà. Le problème, c'est qu'on demande, pendant ce temps scolaire hors les murs,
de renoncer au port d'un signe religieux, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, moi, vous n'allez pas m'entendre et vous ne m'entraînez pas sur le terrain de stigmatiser tel ou tel religieux, mais pendant le temps scolaire... Pourtant, c'est un peu ce qui s'est dit dans les débats. On va peut-être réécouter pour nos téléspectateurs qui n'ont pas pu suivre ce débat. On va continuer de débriefer ces débats au Sénat. Je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait de séance, un extrait qui révèle aussi le profond clivage gauche-droite sur ce sujet, incarné cette fois par Colette Mello et Jérôme Bascher. Il est caricatural de penser que la totalité de ces Françaises musulmanes utilisent le foulard comme l'étendard d'un projet islamique. Ce n'est pas parce que quelques-uns hystérisent le sujet qu'il ne faut pas le traiter. Nous n'avons que trop tardé. Car hélas, par aveuglement, Epegui disait « Il faut dire ce que l'on voit, mais il est difficile de voir ce que l'on voit. » Par manque de courage, ce sont hélas les extrémistes de tous bords qui se sont emparés non pas du débat, mais des failles dans les lois de notre République. Nassima Dindar. Moi, je ne partage absolument pas ce clivage qui veut opposer ceux qui portent ou ne portent pas le voile en y assignant souvent une religion. Et je l'avais posé la question, puisque la proposition de loi, c'est la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation. J'avais posé de manière un peu provocatrice, est-ce que le poutou que les Tamouls portent ou bien le Kishali font partie des signes... C'est pas provocateur, voilà. C'est une question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et sincèrement, des mamans qui s'inscrivent justement dans l'école républicaine, parce que ce sont des enfants qui sont dans l'école laïque républicaine et qui veulent participer en tant qu'intervenants familial. Ce ne sont pas des intervenants pédagogiques. Si on les interdisait ou on leur demandait de changer leur manière de s'habiller, eh ben, je crois que nous arriverons à l'effet contraire, c'est-à-dire non seulement ça n'est pas la cohésion de la société que nous mettons en œuvre, mais au contraire, nous créons les conditions du communautarisme, chose à laquelle nous sommes tous la cohésion de la société. Comment ? Dans le groupe LR, vous y pensez en vous disant peut-être qu'avec cette loi et un discours politique ambiant peut pousser au communautarisme. Vous posez cette question pas ce qu'il faut, il faut arrêter de s'interdire de penser des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on va se réveiller un matin, on est à la veille de ça malheureusement dans notre pays, dans mon pays que j'adore. On est à la veille de se réveiller avec des gens qui gagnent tout simplement parce qu'on laisse dire des choses ou on laisse croire que, je le disais tout à l'heure, à force de composer et d'accepter n'importe quoi, la République se décompose. C'est l'islam politique ? Par exemple, l'islam politique a clairement aujourd'hui, dit que la République, elle va la combattre. Donc, il faut en être conscient. C'est ce qui nous maintient. Moi, ce qui m'intéresse dans le débat qu'on a eu cet après-midi, et c'est ça le plus important, c'est qu'on a tous, et en reprenant des gens qui venaient de gauche ou de droite, peu importe, président, mais la laïcité, nous la défendons tous. Donc ça, c'est déjà le point qui nous rassemble et qui est le plus important. Ensuite, il va y avoir des nuances. Ce que je veux dire, c'est que prenons garde. Je ne disconviens pas dans votre discours que vous avez une ouverture et vous prêchez pour une ouverture. Ce que nous disons, ce n'est pas une fermeture, c'est de pouvoir juridiquement assurer cette ouverture et se vivre ensemble. Faisons attention à ne pas reconnaître les choses ou à faire l'autruche, de ne pas nous réveiller un jour avec quelque chose qui va être particulièrement déplaisant et qu'on ne souhaite pas ni les uns ni les autres sur ce plateau. J'entends bien ce discours, mais correspond-il à la réalité ? Je crois que le droit actuel nous permet d'agir de façon pertinente. J'étais à Dijon quand l'incident avec Julien Audoul s'est passé. La maman qui était là, personne ne disait rien. Aucun élu ne disait rien, de droite comme de gauche. Les enfants ne disaient bien entendu. Les gens qui étaient dans le public ne disaient rien. C'est parce que M. Audoul a lancé avec violence son attaque que c'est devenu un sujet. Mais ça n'était pas un sujet. C'est un sujet quand l'extrême droite... Pour la droite sénatoriale. Alain Choguandel, dans la loi, vos amis républicains qui siégeaient dans l'hémicycle n'avaient rien dit. Ils n'avaient pas trouvé à redire. Bien entendu. Parce que d'abord, c'est la loi. Donc, sauf que la séance n'a même pas été interrompue. La liberté, non. La liberté, c'est la règle. La contrainte, c'est l'exception.
Je répète, la liberté, c'est la règle. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en refoulant des mamans qui ne viendront plus sous la contrainte parce qu'on leur dira, vous venez pas comme ça, accompagner les enfants seront mieux scolarisés et mieux intégrés. Pensez-vous. Pensez-vous aujourd'hui que ces mamans voilées qui accompagnent les enfants en sortie scolaire, en tant qu'auxiliaires bénévoles, dans des villes où il n'y a personne pour les accompagner. Alors, il y a une question que je pourrais vous poser, qui est plus politique. Parce que j'entends bien le discours en disant, mais il n'y a qu'à payer des accompagnateurs, l'État a qu'à payer des accompagnateurs. Alors que les mêmes politiques, dans l'hémicycle, nous disent, faites des économies, ayez moins de fonctionnaires, arrêtez de baisser les dépenses, et qui dans le même temps nous disent, vous n'avez qu'à payer des accompagnateurs. Là, aujourd'hui, on a des accompagnatrices bénévoles qui cherchent à s'intégrer, qui accompagnent leurs enfants. Pourquoi vouloir jeter de l'huile sur le feu, alors que là, il n'y a pas dans leur volonté... y voir une volonté d'islamisation par Non, arrêtons avec ce geste d'intégration. L'intégration, elle n'est pas là. L'intégration, elle est sur l'espace public où chacun peut, en respectant la liberté d'autrui, se présenter comme il le souhaite, tant qu'il ne contrevient pas. C'est l'espace public. Mais maintenant, encore une fois, on est là dans un contenu pédagogique, on est là dans l'école, on est au cœur avec des enfants qu'il convient de protéger, parce que des âmes qui n'ont pas... Quand on est dans un musée, on n'est pas dans l'école. Alors, c'est une sortie scolaire avec un contenu pédagogique. Je voudrais qu'on donne la parole à ces femmes qui portent le voile, car il se trouve qu'aujourd'hui, à l'initiative de Samia Ghali, venait au Sénat un groupe de 40 femmes issues des quartiers de Marseille, une visite prévue depuis 3 mois, mais qui prend évidemment une dimension très particulière dans ce contexte, puisque certaines d'entre elles sont voilées, vous le voyez. On a trouvé intéressant de savoir comment elles voyaient les choses, comment elles percevaient cette proposition de loi qui les concerne au premier chef. Pour le savoir précisément, eh bien, on va rejoindre Fanny Conqui en salle des conférences. Vous êtes avec l'une de ces femmes. Fatia Bibi, comment vivez-vous ce débat sur le voile depuis plusieurs jours, plusieurs semaines? Ça commence à devenir fatigant parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants que celui-là. Le fait qu'une femme porte le voile, c'est quoi? On ne porte pas une arme, sinon. On n'est pas des terroristes, on est femmes. Il faut arrêter avec ces faux débats. Voilà, c'est tout. C'est les médias, certains médias, certains policiers et hommes soi-disant de culture qui ont commencé à engendrer ce problème, en fait, qui ont créé ce problème-là. C'est du racisme pur et simple contre l'islam et contre les femmes voilées. C'est les médias et les politiques, pour vous, qui sont responsables de ce débat? Tout à fait, oui. Tout à fait. Ils veulent justement diviser pour mieux régner. Diviser des Français entre eux pour mieux régner. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, concrètement, personnellement, quand vous entendez ces débats-là et ces questions? Justement, moi, je me sens une sous-française. Sincèrement, je me sens plus française comme je l'étais auparavant. Parce que je suis dans un pays, j'ai grandi dans un pays de liberté, de fraternité, d'égalité, c'est bien ça. Et j'étais dans l'école républicaine. Et je me sens, comment me dire, dénigrée. De par ma religion, de par mon foulard. Voilà. Interdire le voile là, lors des sorties scolaires pour les accompagnants, quelles conséquences ça aurait pour vous? Ça voudrait dire que vous ne pourriez plus accompagner vos enfants? Déjà c'est maman qui porte le voile, qui accompagne ses enfants, déjà, elles le font volontiers déjà. Et à majorité parce que justement, il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas disponibles par le travail. Et ces mamans, si elles n'amènent pas les enfants en sortie, le premier pénalisé, c'est qui ce sont les enfants. Voilà. Et en plus, le foulard, c'est pas dans un endroit privé, c'est dans un endroit public, puisqu'ils sont à l'extérieur. Donc je ne vois pas, c'est un faux débat. Pourquoi parler de femmes qui portent le foulard? Pourquoi interdire ces mamans-là à amener les enfants? Les premiers qui vont être pénalisés, ça va être les enfants. Et ça va encore engendrer d'autres problèmes. Parce que les enfants qui sortent actuellement, nos enfants, nos petits-enfants, ce sont les enfants de demain. Ils vont grandir avec cette tension, l'interdiction du voile. Les musulmans, ils sont rabaissés, ils sont insultés. Je ne sais pas, voilà, ça me semble aberrant, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment en tout cas, que les regards ont changé depuis quelques temps? Oui, tout à fait, oui. Enfin, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que moi, j'habite Marseille. Puis quand même, je me dis, c'est cosmopolite, quoi qu'il arrive quand même des problèmes. Mais c'est vrai, quand je lis les journaux et que je vois souvent, depuis quelque temps, il y a des agressions sur les femmes voilées. C'est lamentable. Vous sentez personnellement du coup concerné, touché quand ça arrive? Bien sûr, ça me concerne, parce que ça concerne ma foi, ça concerne ma religion et ça me touche, bien sûr que ça me touche parce que ça peut m'arriver demain. Comment je vais réagir, je ne sais pas. Mais ça me concerne. Bon, je sais parce que voilà,
Tous ces problèmes-là, ça crée des tensions. D'ailleurs, on le voit avec l'agression qu'il y a eu à Bayonne. C'est quoi? C'est le résultat de quoi, ça? Le résultat de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à la religion. Voilà, il y a des gens qui ont des préjugés, qui stigmatent certains musulmans en disant qu'on est des terroristes, mais on n'est pas des terroristes. J'ai l'air d'être terroriste? Je n'ai pas l'air d'être terroriste. Je parle français comme vous, je m'exprime comme vous, je comme vous. Donc voilà, après, voilà, il ne faut pas non plus diviser certains Français par rapport à d'autres. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur Public Sénat. Merci. Merci Fanny et merci pour ce témoignage de Nassima Dindar. C'est un témoignage fort. Hein? Oui, c'est un témoignage fort, mais qui correspond à la réalité que vivent des milliers et des milliers de Français, des millions de Français. Et si la question est véritablement l'école, je crois qu'il faut vraiment rappeler qu'un chef d'établissement, sa première question, c'est lutter contre la religion de la violence à l'école. Et la violence à l'école passe par d'autres leviers bien plus importants et dangereux que celui des accompagnants avec un foulard ou pas. Il y a aujourd'hui, au niveau des enfants eux-mêmes, je cherche le terme sur la pression exercée par certains. Il y a, aux sorties de l'école, les trafics de drogue. Il y a des vrais problèmes à l'école. D'autres sujets, vous voulez dire, d'autres sujets plus importants, prioritaires, et voilà, autres que le port du voile pour les accompagnants. Et donc, c'est ça la réalité de tous les jours. Et deux choses. Cette dame dit des choses vraies. Naïma a raison. Deux choses. La première, c'est que le gouvernement s'attaque vraiment au communautarisme à travers d'autres actions. Notamment, aujourd'hui, les suspensions d'écoles dans lesquelles on prêche de façon anormale. On suit la scolarisation des enfants qui ne sont pas dans l'école publique, essayer de savoir où ils vont. On suit leur déplacement. On suit aujourd'hui, enfin leur déplacement, leur mode de scolarisation. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que, je vous le dis franchement, c'est que j'ai le sentiment que ce texte de loi proposé aujourd'hui, c'est le doigt dans d'autres lois. Parce que demain, demain, la question sera posée, est-ce qu'une dame qui conduit le bus scolaire, elle a le droit d'être voilée ou pas? Est-ce qu'une dame, demain, qui va dans un espace de sport... Comment? La loi dit déjà, non, mais, à partir du moment où elle est dans un service public, non, mais c'est tout. Il y a déjà des réponses légales. Le service, aujourd'hui, quand il y a les bus scolaires... Dans un gymnase, demain, vous avez dans un gymnase qui est privé, par un service public, les élèves vont faire du sport dans le gymnase. Est-ce que demain... une maman, enfin une professeure de gymnastique aura le droit de porter le voile ou pas? On voit bien qu'on va aller au-delà. Demain, on ira déjà les réponses à vos questions. Aujourd'hui, la loi donne la réponse à ma question. Non, aujourd'hui, la réponse dit... C'est là-dessus que nous divergeons. Non, mais attendez. La loi, telle que l'a expliqué le ministre, dit, dans l'affaire qui évoquait Dijon, en disant... Une maman, aujourd'hui, a le droit d'accompagner dans les sorties scolaires. Elle a le droit. La loi lui dit. Oui. La loi lui dit, elle a le droit d'accompagner. Ce que vous voulez, c'est changer la loi. Et dire une maman qui accompagne... La loi ne dit pas ça. La loi ne dit pas ça. Non, il y a une interprétation qui est faite. On ne peut pas être, quand on est en termes d'assurance, considéré comme un collaborateur du service public. Elle n'est pas collaborateur. On n'aurait pas besoin de la loi d'aujourd'hui. Elle est parent. Elle est usagée. Un parent est... On va laisser répondre Jean-Raymond Hugonet. Nous divergeons là-dessus. Pour vous, c'est un usager, un accompagnateur. Pour nous, non, c'est un collaborateur. Point. Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Moi, ce qui me gêne plus que ça, et on ne va pas se rejoindre là-dessus, donc il n'y a pas de sujet. Là, ce qui me gêne plus, regardez les médias. Regardez dans l'expression que vous avez. On parle d'une loi sur la neutralité religieuse. Vous me parlez de voile. Regardez dans les médias, on ne parle que du voile. Donc, ne nous voilons pas la face. C'est la neutralité religieuse dont on parle et pas d'autre chose. Oui, mais quels sont les autres signes signes ostensibles des parents qui pourraient poser problème à l'école? Quels sont les autres signes à part le voile? La kippa, la croix. Des pères qui porteraient la kippa lors des sorties scolaires? Oui, il n'y a pas que des mamans qui accompagnent des sorties scolaires, il y a aussi des pères. Des pères avec les kippas. Mais des choses qui arrivent. Ils peuvent très bien le faire. Et tout à fait. Ils peuvent le faire. Mais... Ils peuvent très bien le faire. Pour moi, non, ils ne peuvent pas le faire. Mais si ça se produit, voilà, aujourd'hui, on est dans cet inconfort juridique qui permet à un chef d'établissement. Alors ensuite, c'est s'en remettre à la lumière et à l'état d'esprit de tous les chefs d'établissement. Mais là, c'est l'arbitrage personnel qui arrive. Et c'est ce qui est un inconfort juridique. On a besoin de quelque chose qui
vraiment encadre tout cela. Sous couvert de la défense de la laïcité, on veut aller beaucoup plus loin aujourd'hui et il y a malgré tout vous a bien des entendu, arrière-pensées. je pense, ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Merci. cette première partie de débat, parce qu'on va le poursuivre, ce grand débat spécial autour de cette loi, de cette proposition de loi. Avant cela, on va rejoindre Quentin Calmet, qui se trouve toujours dans l'hémicycle, parce que Quentin, les discussions ne sont toujours pas terminées, toujours pas de vote en perspective. Bah oui. Non, là on est encore dans les explications de vote, c'est-à-dire qu'on a fini l'examen des articles et des amendements. Et donc chaque groupe prend la parole, chaque sénateur explique son vote final sur le texte après près de 4h30 de débat sur, vous le savez, 2 articles, plus un article additionnel et 3 amendements, c'est très peu. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fond, parfois des débats très variés sur la laïcité notamment, comme lorsque le président des sénateurs LR a dit que les Français étaient d'accord, avaient tranché avec sa conception de la laïcité. Écoutez Bruno Retailleau, c'était tout à l'heure dans l'hémicycle. Je pense qu'au-delà de nos échanges, ce sont 2 conceptions de la laïcité qui se sont affrontées et qui ne sont pas complémentaires. Mais j'y reviendrai. En réalité, cette question des signes ostentatoires, elle divise notre hémicycle, elle divise les élus et les politiques, mais elle rassemble très largement les Français. Autre débat majeur qui se tient dans l'hémicycle depuis 14h30, celui du statut des accompagnateurs scolaires. Selon la droite, il ne faut pas que ce soit chaque directeur d'établissement scolaire qui ait à trancher sur tel ou tel signe religieux. Il faut légiférer, il faut que la loi soit pareille pour tout le monde, car les parents, disent les sénateurs de droite, ce sont des collaborateurs occasionnels du service public. Et c'est sur ce point que les communistes ont répondu à la droite. Écoutez Laurence Cohen. Si vous considérez qu'effectivement, il y a l'école dans les murs, hors les murs, que les accompagnateurs ont des rôles pédagogiques, donc appartiennent à l'éducation nationale, il faut aller jusqu'au bout. Donc arrêtons le bénévolat pour les accompagnateurs et faisons en sorte qu'ils soient rémunérés. Sur le banc des ministres, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas favorable au texte, tout comme il n'était pas favorable à cette mesure lorsqu'elle était examinée en mai dernier dans le texte sur l'école. Écoutez pourquoi ? Parce que selon lui, une loi n'est pas nécessaire. Inutiles affaiblissent les lois nécessaires, nous avertissait déjà Montesquieu. En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive. Voilà, donc on est encore en ce moment même dans les explications de vote. C'est la toute dernière ligne droite. Le vote pourrait intervenir dans les prochaines minutes. Sauf que Rebecca, depuis le début, on le voit, ce débat est passionnel. Les sénateurs s'inscrivent à la dernière minute pour encore rajouter une prise de parole. Ce qui fait que sur un texte avec seulement 2 articles, un article additionnel et 3 amendements, on en est déjà à 4h30 de débat. Et vous nous faites signe, évidemment, Quentin Calmet, dès que vous voyez poindre ce vote. Merci infiniment. On va continuer cette émission spéciale avec nous pour cette deuxième partie de Grand Débat. Florent Wadillo, bienvenue. Vous êtes président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre, Les espions de l'Élysée, et ex-conseiller spécial du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Jean-Pierre Sacoun, bienvenue. Vous êtes président du comité Laïque République. Laïcité République, pardon, c'est moi qui lis très mal, mais l'affiche était bonne. Fondée en 89, je ne me trompe pas, à la suite de l'affaire de Creil. C'est éclairant à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Samuel Gribowski, bienvenue, cofondateur de l'association Coexister, qui milite pour le vivre ensemble. Et Céline Pina, bienvenue, essayiste, auteure de Silence coupable, fondatrice du mouvement Vivre la République. Merci à tous les 4. D'abord, peut-être, Florent Wadillo, votre regard sur ce vote de cette proposition de loi aujourd'hui au Sénat qui a attiré tous les projecteurs, tous les médias. On voit bien que ça crispe la société. Oui, d'abord le Sénat fait de la politique et il en fait bien depuis 2017. Il est clairement dans une stratégie d'opposition et il utilise l'ensemble des créneaux qui sont les siens pour effectivement être toujours en réaction à l'actualité et montrer qu'il est une force de proposition. Ce qu'il était un peu moins dans les années précédentes, il faut le dire. Et là, on voit véritablement un renouveau sénatorial. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En réaction à la Macronie ? Non, mais je vois juste un renouveau sénatorial. Donc je m'en félicite pour le bicamérisme. Ensuite, sur ce débat, en fait, c'est un débat lancinant. Le Sénat, à travers cette proposition de loi, recommence en fait un débat qui est le même depuis les années 80 et qu'on ne parvient pas à trancher parce que finalement on est toujours dans des demi-mesures. Soit on rajoute une loi à la loi,
Honnêtement, ça ne sera pas très utile parce que une fois qu'on aura traité les questions scolaires, eh bien, il y aura d'autres débats qui émergeront. Et donc, ça, en fait, c'est le début d'une longue série de légiférations où soit on va jusqu'à la réforme de la loi de 1905, ce que personne ne veut faire. La preuve, c'est que le président de la République l'avait éventuellement annoncé et qu'il a finalement reculé là-dessus. Donc, je trouve que c'est en fait un pas de deux assez inutile parce que ça ne permet pas au sujet de progresser et ça ne fait qu'agiter finalement les mêmes commentaires, les mêmes commentateurs. Jean-Pierre Sakoun, rien n'a changé finalement depuis la création du coup Si, beaucoup de choses. Déjà la loi de 2004, qui justement a résolu la question de la neutralité renforcée de l'école dans laquelle les élèves sont en situation d'apprentissage. Et contrairement à ce que dit monsieur, moi je pense qu'en République, le seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. Alors quand une question se pose d'une manière aussi contradictoire, aussi polémique, seule la loi peut la résoudre et elle sera la bienvenue. Et je ne pense pas qu'une loi ouvrira d'autres chantiers qui ne se seraient pas ouverts autrement. La loi ne concerne pas le voile dans l'espace public, les gens font ce qu'ils veulent. La loi concerne le voile précisément pour les accompagnants de sorties scolaires, c'est-à-dire d'école hors les murs. Pas les mamans. Mais est-ce que ce ne sera pas le début d'autre chose? Est-ce qu'après, ça ne... Ça dépendra de ceux qui sont en face et de ceux qui veulent pervertir la République laïque. Ça ne dépendra pas des laïcs. Samuel Grybowski. Juste pour comprendre, vous êtes pour du coup cette loi? Complètement. D'accord. Donc vous êtes de gauche, vous êtes pour une loi qui est déposée par... vous êtes OK sur ce point? C'était juste d'accord. Alors mais effectivement... vous savez, on pourrait trouver d'autres exemples en D'accord, très bien, très bien. Non mais c'est parce que j'étais pas sûr de votre position sur le texte. Pardon, pendant que vous parlez, je précise qu'on voit en ce moment même Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui est en train de prendre la parole puisqu'on approche du vote de cette proposition de loi. Je vous laisse poursuivre. J'ai même jusqu'à dire que c'est parce que je suis de gauche que je suis pour cette loi. D'accord, très bien. Alors effectivement, moi je pense que cette loi, là où je vous rejoins par contre, on a un point de partage, c'est que la loi permet d'engager le rapport de force et surtout quel est le point de référence, puisqu'il y a beaucoup de débats où on parle de la culture française, de l'assimilation, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas en France, et que finalement le fait d'avoir un texte, ça permet d'y faire référence. C'est ce qu'a fait 1905 pour la laïcité depuis un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Là où pour moi il y a une confusion sur ce texte et sur ce projet, c'est qu'il y a des fins et des moyens qui sont mal ajustés. Qu'on cherche à protéger des enfants des pressions, qu'on cherche à lutter contre le communautarisme, c'est des fins qui sont souhaitables. Ou le prosélytisme, et qui sont partagés, je pense, par la plupart d'entre nous autour de cette table, voire par la plupart des citoyens et citoyennes. La question, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Et en particulier sur ces deux arguments, sur le communautarisme, il paraît évident qu'aujourd'hui, quand on sait statistiquement qu'un CV perçu comme musulman a 8 fois moins de chances d'arriver à l'entretien d'embauche, le premier plan pour lutter contre le communautarisme, c'est de lutter contre les discriminations. Et peut-être de l'annoncer, de le dire aujourd'hui, on va continuer de tester les entreprises chaque année avec 20 000 faux CV, comme l'a fait France Stratégie en 2015, jusqu'à ce que les entreprises embauchent vraiment à égalité. Et là, peut-être qu'on aura des résultats sur la fin du communautarisme, c'est-à-dire le désenclavement de certains qui se réduisent à leur identité la plus partiale. Enfin, sur le deuxième sujet qui est le prosélytisme, aujourd'hui, la jurisprudence, elle parle du prosélytisme en particulier dans le secteur privé, puisque l'entreprise peut restreindre la liberté religieuse en cas de prosélytisme abusif, puisque même la jurisprudence reconnaît le prosélytisme de bonne loi, qui n'est pas illégal, donc c'est la preuve qu'il y a quand même 3 niveaux de prosélytisme. Et ce prosélytisme abusif, il est défini par les textes, et il est toujours ramené à un comportement, une attitude, une insistance. Le fait de sous-entendre que parce qu'une femme porte un foulard, un signe quel qu'il soit, celui-là ou un autre d'ailleurs, parce que la loi, elle concernerait tous les signes finalement, pas le voile, la mission ne parle que du voile. D'ailleurs, elle parle de neutralité religieuse. Exactement. Elle ne cible aucune religion même si politiquement on sait que c'est le voile qui est visé, la loi elle traiterait de tous les signes. C'est faire une confusion entre ce qu'est le prosélytisme comme attitude, comme projet, et le fait de manifester un signe. Ce qui en plus pour moi est une naïveté, parce que si on veut protéger les enfants de cela, on sait bien que les enfants au quotidien sont confrontés à du fait religieux en permanence dans la rue, ils voient des femmes voilées, ils voient des la rue des n'est pas églises. l'école. Oui, mais la sortie scolaire n'est pas non plus le cadre de 2004. Alors, on va laisser peut-être... Justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on est en plein conflit entre la liberté de conscience et la liberté de manifester sa religion, parce que ce n'est pas une liberté religieuse. Personne n'interdit aux musulmans de pratiquer leur religion, encore moins aux femmes musulmanes. Je voudrais aussi rappeler que la plupart des femmes musulmanes dans ce pays ne sont pas voilées et refusent de l'être, et savent très bien ce que signifie. On parle le de voile. 70% de femmes musulmanes non voilées. Et je voudrais rappeler enfin une dernière fois que le voile, ça n'est pas un vêtement, c'est un signe qui a une signification et qui refuse à la femme l'égalité avec l'homme. C'est donc un signe qui n'est pas tout à fait comme ça qu'elle le voit, elle. Elle parle de pudeur.
parce que les cheveux sont un signe de J'allais dire, séduction. les militantes, quand elles en parlent, effectivement, elles vont utiliser la pudeur. Mais quand vous regardez ce qu'on met derrière la pudeur, quand sur des sites internet, on vous vend le port du voile, derrière, il y a l'impureté du corps, il y a le fait qu'elles sont provocantes, il y a le fait que les hommes... Parce que c'est humiliant pour la femme, mais c'est humiliant pour l'homme, qui est vu comme un espèce un sauvage. Voilà, tout à fait incapable de contrôler. Mais je précise que c'est votre interprétation et que ce n'est pas ce qu'elle dit. Donc, oui, mais c'est ce que disent les textes, c'est ce que disent les imams, c'est ce que disent... Donc, je veux bien que les femmes disent le contraire, mais en l'occurrence... Parce que c'est le cas dans plein d'autres religions. Voilà, dans le judaïsme, c'est pareil. Elles se couvrent la tête quand elles sont juives religieuses. Aussi par pudeur. Voilà, mais là, quand vous lisez, vous voyez bien qu'il y a une autre dimension, qu'il y a un refus d'égalité, que ce refus d'égalité n'est absolument pas compatible avec notre contrat social, tout simplement. Ensuite, on est à l'école. Quelque part aujourd'hui, moi, par exemple, finalement, ma liberté à moi est agressée parce qu'on impose à mon fils une femme portant un signe qui est un signe religieux très fort, qui est un signe qui nie mon égalité. Et lui, quand il revient, il va me poser des questions et j'estime que je n'ai pas non plus à faire ça. Je rappelle que les DDEN, qui sont des gens qui aident et qui accompagnent pardonnez-moi d'avance, je vais vous bénévolement... couper dans quelques instants parce qu'ils vont procéder au vote, les sénateurs. Je vous laisse poursuivre et je vous dis dès qu'on Pas de va dans problème. l'émission. Qui bénévolement accompagnent l'éducation nationale ont proposé, eux, bénévolement, de faire ces accompagnements-là. Et moi, je rappelle que dans l'école de mon enfant, tout simplement, pour éviter le phénomène de la mère qui ne s'intéresse qu'à son enfant, alors que la sortie scolaire veut qu'on traite son enfant comme un enfant étranger, eux, ils prennent justement d'anciens instits, des gens du village, pour faire les sorties scolaires, pour s'éviter justement ce genre de problème. Et je trouve ça bien plus intelligent comme réponse. Enfin, je crois que cette loi est nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'école est un lieu d'affrontement. Et on va poursuivre les discussions. Dans un instant, on va d'abord rejoindre Quentin Calmet, puisque vous êtes dans l'hémicycle. Et le vote a commencé. Voilà, c'est la dernière ligne droite, je vous le disais. Les explications de vote sont terminées. Le ministre a pu aussi prendre la parole, dire qu'il souhaitait rester en quelque sorte neutre dans ce débat politiquement, car c'est une initiative des parlementaires, c'est une proposition de loi. Et donc là, les sénateurs, vous savez, ils insèrent leur carte de vote. C'est le nouveau système qui a été mis en place en octobre. C'est un nouveau système de vote électronique. Ils insèrent une carte d'identité dans le boîtier qui se trouve devant eux. Ils votent ensuite. Le président a dit que le scrutin était ouvert. Ils ont donc plusieurs minutes pour voter pour ou contre. Et de façon électronique, l'ordinateur va ensuite calculer le nombre de votants pour et contre. Et ça, c'est dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci Quentin. Oui. Vous savez, le président de la République a dit le voile dans les services publics, le voile à l'école, le voile en situation d'enseignement. Ça me regarde, ça nous regarde. Oui, ça nous regarde. Or, il y a un article du Code de l'éducation qu'ont justement mis en lumière les DDEN récemment, qui est l'article 141.1.5, je crois. Et cet article dit précisément que la liberté de conscience des enfants doit être protégée dans diverses situations, et particulièrement en situation d'enseignement. La sortie scolaire est une situation... Alors, on repart en séance, pardonnez-moi. Résultat du vote imminent de cette proposition de loi LR sur la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. Encore quelques minutes, alors je vous laisse poursuivre, Jean-Pierre Sacoun, pardonnez-moi. Et oui, donc, si vous voulez, la question se pose de savoir pourquoi on délègue en quelque sorte aux parents et uniquement aux parents, alors que en théorie, ce devrait être effectivement, comme le disait d'ailleurs la sénatrice communiste tout à l'heure, ce devrait être effectivement des auxiliaires de l'éducation. Ça ne peut pas l'être pour des raisons financières, pour des raisons... Eh bien, ça ne change pas la nature du moment d'éducation. C'est toujours un moment d'éducation. Donc ça n'est pas... Et contrairement à ce que disait la fiche de la FCPE, l'essentiel n'est pas la liberté des parents, c'est celle des enfants. Président du Sénat, pardonnez-moi. Notifié à la présidence. Nombre de votants, 317. Suffrages exprimés, 277. Pour l'adoption, 163. Contre 114. Le Sénat a adopté. Mes chers collègues, je vous rappelle que la conférence des présidents a inscrit un débat sur le thème « Assistons-nous au recul de l'état de droit en France ?» puis un débat sur la politique sportive à la suite de cette proposition de loi à l'ordre du jour de cet après-midi. Voilà, le vote est donc enfin arrivé. Quentin Calmet, vous êtes dans l'hémicycle.
Le vote vient de se terminer. La proposition de loi venue du groupe LR est adoptée à 163 votes pour et 114 contre avec 277 votants. C'est intéressant car il y a moins de votants que sur les scrutins intermédiaires sur chacun des articles ou des amendements. Et donc il modifie le code de l'éducation en demandant aux personnes qui participent au service public de l'éducation de respecter les valeurs de liberté de conscience et de laïcité. Mais attention, Rebecca, le texte doit encore être programmé à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et adopté dans les mêmes termes par une majorité de députés. Et ça, c'est très peu probable car le ministre y est défavorable, tout comme les parlementaires LREM. Et on verra le détail du vote. Il sera intéressant aussi de voir quelle était l'attitude des centristes, notamment, qui ont pu manquer à l'appel de ce scrutin. On le sait, ils n'aiment pas légiférer dans ce contexte particulier. Merci beaucoup Quentin. Et effectivement, une analyse assez pertinente, Florent Badillot, parce que c'est ce qui a été voté au Sénat aujourd'hui. Mais très concrètement, ce texte, il ne passera pas a priori. Il y a plusieurs manières de ne pas le faire passer. La première, d'abord, c'est de ne pas l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de textes qui se perdent dans le triangle des Bermudes. Oui. Et le Sénat peut faire la même chose sur des propositions de loi, mais pas sur des projets de loi. Donc le texte peut ne pas être inscrit. Une fois qu'il sera inscrit, il devra être effectivement voté en termes identiques. En tout cas, il n'y a pas de procédure accélérée. Donc il devra repartir pour une deuxième lecture au Sénat, puis repartir pour une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Autant vous dire que ce texte ne verra pas le jour avant la fin du quinquennat. D'autant plus que la majorité à l'Assemblée nationale n'en veut pas. D'une part, et puis surtout, c'est un texte dont il va falloir interrompre la vie parlementaire le plus rapidement possible si l'on ne veut pas que le débat s'éternise et ne vienne polluer d'autres débats parlementaires ou le débat national d'une autre manière. Donc je pense qu'il y a suffisamment d'artificiers du droit parlementaire au sein du gouvernement pour casser la vie parlementaire de ce texte. Et au-delà du droit, une réaction peut-être à ce vote, 277 suffrages exprimés, 163 pour, 114 contre. J'entendais en off Jean-Pierre Saccoud me dire c'est une bonne nouvelle, et vous ? D'abord, moi, je veux voir en termes de mécanique de vote qui il y a derrière. Donc, j'aimerais bien avoir le détail de vote parce que je pense que ça préfigure une recomposition politique sur cette thématique-là. Et je pense qu'effectivement, les frontières droite-gauche vont sans doute être quelque peu abolies sur cette thématique-là. Et je fais écho au débat qu'il y a eu tout à l'heure. Ensuite, sur bonne ou mauvaise nouvelle, moi, j'ai toujours considéré que le Parlement s'abîmait en votant des textes inutiles qui étaient mornés, en quelque sorte. Donc, c'est la première sur l'initiative. Et je le redis, je pense que ça n'est pas une réponse pertinente parce qu'on règle un problème par le bout de la lorgnette en mobilisant des arguments qui sont éculés et qui en réalité s'appliqueront bientôt à d'autres choses. On aura bientôt le port du voile pour les clients hospitaliers. On voit sur les réseaux sociaux maintenant des médecins qui racontent, j'ai vu l'histoire de ce gynécologue qui raconte la question de la neutralité religieuse au sein de l'hôpital. On aura la même chose et ça sera infini. Donc on votera patch après patch pour avancer ça. Moi je dis tout simplement, posons la question, la loi de 1905 ne fait plus consensus, en tout cas elle est discutée, elle n'est pas, en tout cas son interprétation est sujette à caution, remettons le métier et le travail sur le métier et posons le sujet de manière très claire et réglons une bonne fois pour toutes ce débat qui est un fiel lancinant pour la démocratie parce que tout le monde avance masqué sans véritablement dire ses intentions. Et vous parliez de recomposition politique, en tout cas les voix centristes ont quelque peu manqué aux voix LR apparemment. On va tout de suite peut-être rejoindre Jacqueline Eustache-Brignot, la sénatrice LR qui est à l'origine de cette proposition de loi qui doit donc être satisfaite puisque le vote lui a été favorable. Madame Eustache-Brignot, le texte vient d'être voté au Sénat. Vous vous en réjouissez, on imagine? Bien sûr, je m'en réjouis. D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu des longs débats. Le débat a duré 4h30. Je voudrais rendre hommage et remercier le rapporteur, Max Brisson, qui a fait un travail colossal et qui s'est exprimé longuement sur ce texte. Et bien sûr, je suis évidemment contente. Je pense que c'est une manière aussi de parler de ce qu'on veut faire dans l'école et que le Sénat a aujourd'hui inscrit quelque chose d'important dans l'école de la République. Il appartient maintenant au gouvernement de s'en saisir. Le président de la République a récemment dit que l'école c'était son problème et sa responsabilité. À lui d'entendre ce qui s'est dit aujourd'hui, à lui d'entendre le Sénat, parce que cette loi a une vraie nécessité aujourd'hui pour protéger l'école. Donc évidemment je suis contente et je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat et qui l'ont enrichi tout au long de l'après-midi. Est-ce que, étant donné le contexte, c'était le bon moment pour cette proposition de loi? Il faut dissocier complètement le contexte, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de tout mélanger. Je veux dire, une loi, elle tombe dans un contexte qui est celui du calendrier et de l'agenda du Sénat. Cette loi, elle a été déposée le 9 juillet dans un contexte très calme. Elle a été inscrite aujourd'hui dans l'agenda du Sénat en mois de septembre. Donc, il faut dissocier les choses. Vous savez, c'est jamais le bon moment pour une loi. On aurait pu la voter au mois de novembre, il aurait pu y avoir un autre événement. Donc, dissocions les choses. Cette loi, elle ne concerne que les signes ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires.
rien d'autre. Rien d'autre. Que répondez-vous à ceux qui disent que ça a participé à l'hystérisation du débat sur le voile? Non mais qui l'hystérise? Qui l'hystérise? Regardez, il y a eu un débat qui s'est hystérisé parce que le Front National a fait une erreur au Conseil régional et que ça a été hystérisé par les islamistes. Donc qui hystérise le débat? Celles et ceux qui ne veulent pas voir la réalité de ce qui se passe. On n'hystérise pas du tout. D'ailleurs, cet après-midi, vous avez vu que la droite du Sénat, qui a proposé ce texte, n'a pas hystérisé le débat. Nous sommes restés dans le contexte de l'école et nous sommes restés surtout dans le contexte de protégeons l'enfant dans l'école de toutes les influences extérieures dont il pourrait être victime. Merci à Madame Eustache-Brinio de nous avoir accordé votre première réaction après ce vote. Merci à vous. Merci beaucoup Fanny. Samuel Grybowski, une réaction? Moi, je suis juste assez choqué par l'argument de la liberté de conscience parce que quand je milite pour le droit à l'avortement ou le mariage pour tous, depuis plusieurs années et encore en ce moment, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes, de clauses de conscience de ne pas pratiquer l'avortement, on nous répond cette liberté de conscience de je ne veux pas accéder aux droits des autres, etc. Donc le droit de certains de ne pas voir le voile... C'est pas la définition de la liberté de conscience. La liberté de conscience n'est pas le refus d'accéder aux droits des autres. C'est quand même scandaleux. Bien sûr que si, parce que là, on utilise la liberté de conscience des enfants ou des familles pour justifier son intolérance. Des enfants. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce que vous avez évoqué le fait que vous allez en parler le soir avec votre fille. Donc la liberté de conscience, pour vous, c'est de l'intolérance. Non, c'est très intéressant. Alors, on utilise l'intolérance derrière le masque de la liberté de conscience. Comme quand un médecin dit je refuse de pratiquer l'avortement, il dit moi j'ai ma liberté de conscience. Mais bien sûr que c'est le même argument. Non, il ne parle pas de sa liberté de conscience, il parle d'une clause de conscience. Vous mettez d'un point de vue réactionnaire pour justifier l'intolérance. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr que vous confondez clause de conscience et liberté de conscience. On va avancer au-delà de ce terme. Par rapport à ce terme, voilà, le point est posé parce que la vraie liberté dont il est question ici de conscience qui est protégée, c'est celle de l'article 18 des droits humains, qui est de manifester sa religion en public ou en privé, seul ou en commun, et qu'on essaye de menacer ici dans n'importe quelle circonstance. Un dernier point sur 2004. 2004, il y a 2 erreurs qui ont été faites ici sur le plateau juste avant et qu'il faut rappeler. 2004 ne concerne pas l'école mais les élèves, d'ailleurs les élèves mineurs. C'est ce que la CEDH a laissé en quelque sorte à la France quand la France a été en dialogue avec le CEDH sur le fait de faire passer 2004 et on était pour. Enfin, elle concerne la discrétion des signes et non pas la neutralité, puisque les élèves peuvent porter des signes discrets. Donc la logique de 2004 est saine, elle est de protéger les enfants des pressions et non pas de neutraliser l'école comme l'État a été neutralisé en 1905 pour cause. Céline Pina. Sauf qu'en l'occurrence, la question du voile, on n'est pas du tout dans la discrétion, on est dans une forme d'exhibition, sauf que aujourd'hui l'école est ciblée, et l'école est ciblée comme un morceau de choix, et elle n'est pas ciblée par les musulmans, elle est ciblée par les islamistes, sauf que, y compris quand il y a eu des questions liées au djihad, les écoles étaient ciblées, et elles étaient ciblées en tant qu'endroit où on essayait de préserver cette liberté de conscience des enfants. Donc on voit bien que cette laïcité, cette liberté de conscience, pour l'instant, elle rend surtout dingue les extrémistes. Et les gens les plus normaux, eux, sont plutôt d'accord avec ça. Pourquoi je pense, contrairement à ce que disait monsieur, que finalement c'est une loi nécessaire et qu'il faut la mettre en place ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les tensions qu'on connaît à l'école, on les a connues en 89. La loi de 2004 a permis de tout faire rentrer dans l'ordre. Si on faisait la même chose, ce qui rend les gens dingues... Pour vous, ça calmerait tout le monde. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se prennent l'agressivité et la violence sont les directeurs d'école. Ils ne sont absolument pas équipés pour y répondre. Ils n'ont absolument pas l'autorité morale qu'a un politique pour dire à un moment donné, stop, ça c'est une limite. Sous pression de l'intolérance. Donc à partir du moment où le ministre refuse de prendre ses responsabilités, eux n'ont plus d'autre choix. Et en attendant, ce qu'on voit, c'est se multiplier ces revendications, dont je rappelle quand même que le voile n'est pas un signe neutre et que refuser l'égalité à la femme, ça ne peut pas nous permettre de faire société. Florent Badi, oui, Jean-Pierre Sacco. Je pense, encore une fois, et je ne me suis pas prononcé sur le port de signes à l'école pour l'instant dans le débat. Je ne fais que noter une chose, c'est que vous avez une forme de fétichisme de la loi. Donc la loi sur le port du voile à l'école ou dans les sorties scolaires serait donc la seule loi qui arriverait à faire obstacle à toute volonté, toute intolérance, toute volonté de la transgresser, etc. Enfin, bien sûr que en non. fait, au sein de en réalité, Madame Pina, pourquoi est-ce que vous êtes heureuse de cette loi? Parce que ça n'est pas une loi qui va apporter quoi que ce soit à la réalité. C'est une victoire idéologique. C'est une victoire idéologique qui soude abusivement les défenseurs de la laïcité. Sur ce plateau, vous avez 2 défenseurs de la laïcité qui sont en réalité 2 tonalités très différentes. Vous avez une tonalité ouverte et tolérante qui défend un savoir-vivre ensemble, et vous avez de l'islamophobie
qui avancent plus ou moins masqués. Je vous assure qu'on va poursuivre la discussion, mais vous parliez du ministre Sénipina, il est en direct avec Fanny Conquis en salle des conférences, pardonnez-moi. On va écouter Jean-Michel Blanquer, vous allez répondre. Vous promettez que vous allez répondre. Jean-Michel Blanquer avec Fanny Conquis. Monsieur le ministre, la majorité de droite vient donc de voter ce texte au Sénat. Vous étiez contre. Quelle est votre première réaction ? Ma première réaction, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats. C'est un point important à dire, environ 5 heures de débat. C'était d'ailleurs de haute tenue. Et le premier point que je veux souligner, c'est quand même l'unité de l'ensemble des bancs du Sénat sur les grands principes. Laïcité, lutte contre le communautarisme, lutte contre la radicalisation. Chaque fois que nous avons évoqué ces questions, on se retrouve. Ce n'est pas vrai dans tout pays du monde et ça n'a pas toujours été vrai à chaque page de notre histoire. Donc c'est à souligner parce que nous avons besoin d'unité nationale sur les fondamentaux de notre contrat social. Après, il peut y avoir des divergences sur la façon d'atteindre ces fondamentaux, mais en tout cas sur les fondamentaux, il y a un accord. Et ça, c'est le point principal que je veux souligner. Ensuite, il y a eu un débat au fond sur la pertinence de faire une loi. Je suis insoupçonnable de ne pas vouloir l'application de la laïcité et nous avons pris beaucoup de mesures sur des sujets plus importants que celui-ci d'ailleurs depuis 2 ans et demi pour que la laïcité s'accomplisse pleinement dans la vie scolaire. Et donc j'ai expliqué pourquoi je pensais que cette loi était contre-productive, position que je tiens, je le rappelle, depuis 2 ans et demi, même si parfois j'entends des commentaires qui disent l'inverse. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole rapidement sur ces sujets ? En réalité, il a plusieurs fois pris la parole sur ces questions. Simplement, parfois dans le débat public, il y a une confusion des sujets. Il s'est déjà exprimé sur plusieurs points et il tient bien à serrer les questions et à les distinguer entre justement la laïcité, la lutte contre le communautarisme, qui est une lutte pour la République, c'est-à-dire pour un contrat social de citoyens égaux, et puis la lutte contre la radicalisation, qui est un enjeu de sécurité, qui est un enjeu presque différent, même si évidemment les sujets sont articulés entre eux. Donc il a déjà pris la parole sur ces questions. Probablement il parlera aussi dans les temps qui viennent, certainement, pour donner la vision d'ensemble de son approche, mais en tout cas il a déjà donné les jalons. Et ce que j'ai dit sur ces sujets depuis toujours est évidemment en articulation avec ce que pense le président de la République. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre micro. Merci beaucoup, Fanny. Merci au ministre de nous avoir réservé sa première réaction. Jean-Pierre Sacco. Écoutez, pour revenir à ce que disait monsieur Vadillot... Je voudrais juste terminer, juste dire une chose. Voilà, quand on prend la parole sur ces sujets, on est menacé de mort. Notre vie change. Et ce qu'on subit est très, très dur. Et quand on vous traite d'islamophobe, on vous accroche une pancarte en disant autorisation de tuer. Et c'est ce que vient de faire monsieur. Je suis désolée, monsieur. L'argument rhétorique est d'une facilité confondante. Ça n'est pas un argument rhétorique. De vos propos. Et c'est quand même extrêmement grave ce que vous êtes en train de faire. L'insulte n'est pas une manière de débattre. Vous instillez un poison dans l'esprit des Français. Ah oui ? Oui. Mais c'est surtout, je crois qu'il y a 263 morts sur notre sol qui ont effectivement tendu. Ah, ce n'est qu'un argument, ça n'est pas une réalité. En fait, il n'y a pas alors, je voudrais revenir à ce que disait M. Vadillot. L'État islamique n'a pas ciblé des islamistes. Je voudrais revenir à ce que disait M. Vadillot sur 2 points. Le premier, c'est que, d'abord, nous parlons de l'école et de la liberté de conscience et de la protection de la liberté de conscience des enfants en situation d'apprentissage. Deuxième, et toujours sur ce même point, vous savez, mettre un couvercle sur une marmite, en psychanalyse ça s'appelle le refoulé et le retour du refoulé, ça donne la situation dans laquelle nous sommes. Donc la loi est utile. Deuxième point, il a fallu attendre la 23e minute pour atteindre le point Godwin de l'islamophobie. Je suis aussi islamophobe que vous le reprochez à Sénipina, c'est-à-dire pas du tout. C'est-à-dire que l'islamophobie est un concept délétère qui est mis en place par les organisations proches des frères musulmans en particulier pour empêcher la critique de l'islam et pour permettre le retour du délit de blasphème. Ce n'est rien d'autre. Et je vais vous laisser répondre dans un instant. On va d'abord rejoindre Fanny à nouveau en salle des conférences puisqu'elle est avec Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat. Patrick Kanner, ce texte vient d'être voté donc par la majorité de droite au Sénat. Une première réaction ? Première réaction, c'est que nous avons eu un débat très digne de près de 5 heures. Donc le Sénat a encore montré son utilité sur des grands sujets de société. Mais sur le fond, vraiment, ce texte était-il nécessaire ? La réponse est non, en tout cas pour ce qui nous concerne. J'ai utilisé à la fin de mon intervention une phrase de Richelieu. Et Richelieu, ça veut dire quelque chose ici au Sénat, qui disait à très juste titre la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce texte n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les lois suffisent pour encadrer les sorties scolaires.
scolaire et vouloir de fait stigmatiser une religion, disons-le clairement. La religion musulmane n'est pas pour moi une bonne chose pour notre société. Merci Patrick Caner d'avoir répondu à notre question. Merci Fanny, merci à Patrick Caner d'avoir été concis. Et je vais vous demander la même chose, il nous reste 1 minute. Samuel Grybowski, moi, c'est tout à fait. Je participe, comme tant d'associations en France depuis des décennies, à contribuer à la lutte contre le radicalisme et en particulier l'État islamique, à notre adversaire numéro 1. Je constate que l'État islamique n'a pas ciblé des personnes taxées d'islamophobes. Ils ont ciblé toute la société. Nous avons tous. Donc les 10 morts à Charlie, c'est un assassinat politique, les morts de Charlie. Ils ont été assassinés parce qu'ils avaient écrit et dessiné des choses qui ont choqué. Pardon, mais ce débat, ça s'appelle de l'assassinat politique. Sur le voile et sur la neutralité des accompagnants scolaires, j'ai l'impression qu'on s'égare. Je reste sur ce point par rapport à Charlie. Les gens qui ont testé de Charlie d'islamophobe sont une infime minorité de salafistes. Nous avions Charlie dans la main avant, pendant, après. Et parler d'islamophobie n'est pas forcément désigner une cible. Donc je pense que le point est de dire qu'effectivement, stigmatiser une religion de manière systémique est un point qui interroge et on se rend compte que c'est toujours sur l'islam que revient cette problématique. Donc Alors, Florent Badiou et Céline Pina en quelques secondes. Non, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que ce débat mérite en réalité que soient posées sur la table les différentes conceptions de la laïcité, celles qui sont ouvertes, celles qui sont au contraire fermées, voire intolérantes, et qu'il ne faut pas mettre dans le même camp. Et je regrette d'ailleurs que les deux défenseurs de la laïcité, non pas que je ne le sois pas, s'unissent face à la critique. Il faut en réalité définitions de la laïcité. Oui, bien sûr. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie parce que c'est une manière qui permettrait ainsi d'avoir un débat neutre entre ceux qui défendent la vraie laïcité et ceux qui sont dans le communautarisme et puis ceux qui clairement ont une vision hostile d'une partie de la population française. Pour conclure. Oui, c'est juste pour dire qu'en fait, à force de mélanger islamistes et de faire tous les amalgames comme ce qui est en train d'être fait, donc c'est un on est en train vraiment d'exposer les musulmans à des choses extrêmement graves. Alors que si on disait très clairement, voilà quels sont les signes qui montrent une radicalité, eh ben on s'en sortirait. Et on doit s'arrêter là. Désolé. Merci infiniment d'avoir participé à ce grand débat un peu spécial. Fin de cette émission. Demain 7h30, Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Elle recevra Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Bonne soirée sur Public Sénat.